Bien, on me fait signe qu'on va y aller. Donc on va y aller tous ensemble, si vous voulez bien. Je vous remercie d'être nombreux aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de commencer par des merci, mais on finit plutôt par des merci. Mais là, aujourd'hui, merci d'être si nombreux. Et c'est un peu un record qui est battu dans les rendez-vous de la Gure. Voilà, on a beaucoup de monde aujourd'hui et c'est très bien. Moi, je suis très fier de vous accueillir en tant que président de l'agence d'urbanisme de Dunkerque et dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et en particulier l'éducation populaire. C'est à ce titre ce soir que nous allons donc entamer cette présentation et ce débat sur la gratuité du bus. Nous allons commencer par mettre en lumière deux expériences françaises qui ont eu lieu pour la première en 2001 à Châteauroux, dont nous remercions la présence de Monsieur le maire de Châteauroux d'être parmi nous ce soir. La seconde, c'est en 2009, et Madame Giovannangeli, qui est présente à nos côtés, qui est ex-présidente de la communauté d'agglomération d'Aubagne, vont revenir sur leurs expériences et nous expliquer comment ça s'est passé chacun dans leur ville et dans leur communauté. Alors ce retour d'expérience va s'avérer, je l'espère, fort utile pour nous, puisque nous mettons en place la gratuité des autobus dès 2018. La première expérience est lancée, puisqu'elle a vu les autobus gratuits pour le week-end. Alors, je tiens à préciser quand même aux personnes qui prennent les autobus actuellement, c'est gratuit le week-end. Il faut quand même payer un petit peu la semaine pour l'instant. Donc voilà, nous allons donc demander au président de la communauté urbaine, Patrice Vergrit, qui est à nos côtés, de probablement dresser ce premier bilan de gratuité des autobus le week-end. Deux autres personnes supplémentaires sont à mes côtés. Alors, Monsieur Maxime Huret, qui est chercheur, qui va vous parler des expériences qu'il connaît, qu'il a vécues, et Monsieur Jean-Louis Sagot Duveroux, qui est philosophe et qui va vous expliquer, lui, ce que sont les mécanismes qui peuvent être induits par la gratuité. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que le débat sera intéressant. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole entre... si on peut laisser la parole entre les mains, d'ailleurs. C'est marrant à dire. Je vais laisser la parole entre les mains de Vanessa Delevoye et de Franck Mérel, tous deux de la Gure. Franck Mérel en tant que directeur et Vanessa Delevoye en tant que chef de la publication Urbis Le Mag. Voilà, à vous de jouer. Merci. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme l'a dit le président, un immense merci pour votre présence ce soir. C'est vrai que ça fait plaisir. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement attendu. Alors, on est dans un exercice extrêmement interactif ce soir. Je me permets d'insister sur la question. Donc, on a la chance d'avoir des expériences très innovantes qui vont nous être présentées. On va avoir également un regard, le regard du philosophe, le regard également d'un chercheur. On a tous les ingrédients pour vous proposer une soirée, je l'espère, des plus agréables possibles. Juste un petit mot au niveau de la Gure pour vous dire que ce rendez-vous de la Gure de ce soir est important. On souhaite réactiver, on va dire, ce type de rendez-vous au sein de l'agence. L'agence est on va dire, en plein renouveau. Nous avons modifié nos statuts et élargi de manière extrêmement volontariste notre tour de table. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour remercier tous les nouveaux acteurs qui nous ont fait confiance. Je vois les énergéticiens qui sont présents, mais également les bailleurs, l'eau du Dunkerquois. Nous inventons un nouveau modèle au sein de l'agence d'Urba et je tenais à remercier tous nos nouveaux partenaires ce soir. Voilà, merci vraiment. Il me revient également le soin de vous dire un petit peu comment vont se dérouler les débats. Donc on va vous proposer, on va dire, une heure un petit peu de cadrage général, un peu comme l'a présenté le président. Alors, je dois également dire que la séance est filmée. Donc c'est une obligation pour moi de le faire. Donc voilà, c'était très important de le dire. On va
sans plus attendre, passer la parole, peut-être je te passe la parole tout de suite, Vanessa, pour la présentation du premier intervenant. Oui, alors donc on va passer la parole à Maxime Muret, qui est chercheur, qui est spécialiste des politiques de mobilité. Donc c'est lui qui va ouvrir cette conférence en évoquant les idées reçues les plus courantes sur la gratuité des transports collectifs. Très bien, bonjour à tous, bonsoir à tous et merci à l'Agence d'urbanisme pour cette invitation. Surtout, cette invitation, elle me tient à cœur parce que je considère aujourd'hui que la gratuité des transports collectifs est une innovation, voire l'innovation la plus importante en matière de transport collectif urbain depuis ces 20 à 30 dernières années. Je vais y revenir par la suite, mais je suis très heureux de pouvoir m'exprimer en tout cas et être ici parmi vous à Dunkerque sur ce sujet. Alors moi, je mène des recherches sur les questions de mobilité et de transport à Sciences Po Lyon et j'enseigne à l'Université de Saint-Étienne. Mais c'est plutôt, j'en suis venu à m'intéresser à la gratuité des transports en commun, d'abord en tant que citoyen finalement et usager des transports collectifs et des bus dans l'agglomération lyonnaise. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, la communauté urbaine de Lyon a décidé d'augmenter le prix du ticket de bus de 1,60 € à 2 € lorsqu'on l'achète dans les bus, sur la simple motivation finalement que les chauffeurs ne prennent plus le temps de rendre la monnaie et donc d'améliorer le cadencement et les flux de circulation des autobus. Donc 2 € le ticket de bus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour des gens qui, à la fin du mois, comptent tous les euros, chaque euro pour finir le mois, c'est quand même un prix très important. Hein. Donc sur ce, on a réfléchi avec des collègues et j'ai commencé à me mobiliser en publiant quelques tribunes, en répondant à des journalistes sur cette question de l'augmentation des prix. Et finalement, j'ai un peu retourné l'argumentation principale du Citral, qui était de dire, en ne rendant plus de monnaie, en donnant une pièce de 2 € dans les bus, ça accélère le cadencement, etc., on améliore la circulation, en disant, finalement, avec la gratuité, il n'y a plus de contraintes de billettique dans les bus, et donc vous remplissez autant cet objectif. Et puis, ça partait aussi d'une deuxième intuition, qui était de dire, finalement, la place de l'automobile aujourd'hui en ville pose un véritable problème. Hein. C'est quand même quelque chose qui est partagé actuellement. Et au lieu de tout le temps, j'ai envie de dire, taper sur les automobilistes par diverses contraintes, des taxes, des restrictions dans les centres-villes, etc., on pourrait avoir des mesures complémentaires d'incitation, et notamment la gratuité pourrait être un levier formidable d'incitation pour le report modal de l'automobile vers les transports collectifs. Donc ça, c'était l'intuition de départ. Et puis sur ce, il y a eu une très forte mobilisation des anti-gratuités, mais vraiment très agressive, avec un certain nombre d'argumentaires divers et variés, mais qui, pour moi, au final, quand je les ai analysés, étaient des arguments purement idéologiques, finalement, voire à considération morale. Tout d'abord, le premier argument qui m'a été opposé, c'est de dire, finalement, la gratuité des bus engendre l'augmentation du vandalisme, donc attention, et le non-respect du matériel, parce que l'usager ne paye plus. Très bien, alors déjà, premièrement, encore faut-il le prouver. Quelles sont les études qui montrent qu'effectivement la gratuité des bus engendre une augmentation du vandalisme? Et surtout, pour moi, il s'agissait d'un argument purement idéologique, puisque l'idée implicite de cet argument était de dire finalement que tout ce qui relève des échanges monétaires avait une valeur, contrairement à tout ce qui était gratuit, qui n'avait plus de valeur ou qui perdait en valeur. Tout simplement, on pourrait affirmer le contraire, et c'est ce qu'a fait de manière relativement brillante Magali Giovannangeli et aussi Monsieur Sago Duvauroux dans leur ouvrage qui retrace l'expérience à Aubagne, dont ils vont probablement vous parler tout à l'heure. On pourrait tout simplement affirmer le contraire. Hein. La gratuité des bus, ça peut permettre d'engendrer un comportement plus civique, puisqu'elle se base sur un échange désintéressé et donc plus convivial. Donc voilà le premier type d'argumentaire qui m'a été opposé. Et le deuxième grand type d'argumentaire mobilisé, des anti-gratuités des bus, c'est que le bus gratuit, finalement, ce n'est pas rentable. Très bien, là encore, pour moi, il s'agissait d'une astuce idéologique, puisque, de fait, expliquer que la gratuité coûte cher à la collectivité, on peut le faire, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les transports collectifs, globalement, coûtent cher à la collectivité. Construire des routes, ça coûte cher à la collectivité. Mettre en œuvre des systèmes de vélo libre-service, ça coûte cher à la collectivité. Et lorsqu'on fait le calcul d'investissement et de rentabilité en termes de recettes, c'est jamais rentable, tout simplement. Investir dans les transports en termes de recettes, c'est quasiment jamais rentable. Par contre, ce qui était intéressant à mon sens de dire, c'est que investir
dans les transports collectifs, investir globalement dans les différents modes de transport, ça pouvait avoir un impact plutôt positif à long terme, et c'est ce qu'ont montré depuis très longtemps les travaux d'économie des transports, hein, sur l'activité économique et sociale, notamment en accroissant l'activité économique et donc le développement des emplois. Donc en plus, lorsqu'on s'intéresse au transport collectif, on voit bien que derrière, il y a également des externalités positives, puisque ça permet de réduire les inégalités sociales, et ça permet également, dans le contexte actuel, de diminuer les impacts sur l'environnement. Ce n'est pas négligeable, effectivement. Donc investir dans les transports publics, en soi, c'est un investissement qui coûte cher, mais c'est rentable et durable pour une ville à long terme. Voilà, c'était ça que je voulais souligner. Et donc l'argument de dire ce n'est pas rentable, pour moi, c'est quelque chose qui ne tient pas. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la gratuité des bus, historiquement, quand elle a été instaurée par certaines villes, elle a été parce que ces villes étaient confrontées à une fréquentation très faible de leur réseau, avec des recettes de billettique qui couvraient parfois à peine 10% du fonctionnement de ces réseaux de transport public. Donc la gratuité était donc finalement, quand on y réfléchit bien, principalement mise en œuvre pour des raisons d'efficacité économique des réseaux de transport, finalement pour remplir des bus qui parfois tournaient à moitié vides. Donc c'est en plus sur cet argument économique finalement qu'on en arrive parfois à la gratuité des transports collectifs. Donc l'argument, encore une fois, pouvait être retourné. Et puis, quand même, à partir de ces idées reçues sur la gratuité des transports et des argumentaires qui m'ont été opposés, je me suis dit, bon, il va quand même falloir que je muscle un peu mon argumentation. Donc, j'ai essayé, en tout cas, d'aller consulter l'ensemble des recherches ayant travaillé sur la question. Hein. Et à ma grande surprise, à part quelques évaluations sur les impacts de la gratuité sur les réseaux de transport, et notamment financés par le ministère de l'écologie, aucune recherche et vraiment très peu d'études ne s'étaient penchées sur le sujet. Donc ce qui montre bien, encore une fois, le type d'argument qui pouvait être fait vraiment idéologique quelque part. Et heureusement d'ailleurs qu'à ce moment-là était publié le magnifique ouvrage, donc je fais encore la publicité, sur le retour d'expérience de la mise en gratuité des transports collectifs à Aubagne, dont on vous présentera tout à l'heure. Donc toutes les idées reçues finalement anti-gratuité se basaient sur aucune recherche et presque aucune étude. Et donc à partir de là et de mon côté, en attendant des recherches évidemment plus poussées sur les différentes expériences, donc là on va avoir des témoignages évidemment intéressants, j'ai avancé 3 grandes hypothèses au sujet de la gratuité des transports collectifs et des bus. La première hypothèse, c'est que les bus gratuits, c'est d'abord une mesure sociale pour lutter contre les inégalités sociales d'accès au transport et pour accroître finalement le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. La deuxième hypothèse, c'est que le bus gratuit, finalement, c'est aussi un formidable levier économique au niveau local pour faciliter le retour à l'emploi, par exemple, des personnes en situation de grande précarité, en leur donnant accès à un bassin d'emploi plus large, notamment. Mais c'est aussi un levier économique pour attirer l'implantation d'entreprises à la recherche, dans le cas des transports collectifs, de services publics finalement de qualité. Vous savez que les entreprises, pour s'installer, c'est une des premières choses qu'ils regardent, la qualité des services publics, leur accessibilité. Donc la gratuité des transports, elle va dans ce sens. Et puis c'est également un levier, à mon sens, économique pour favoriser la consommation locale chez les commerçants et notamment pour redynamiser le commerce de centre-ville. Voilà la deuxième hypothèse. Et enfin, une troisième hypothèse, et il y en a probablement d'autres, mais c'est que la gratuité des bus, ça peut être aussi un formidable levier en termes d'image, et véritablement en termes d'image pour les villes qui adoptent cette mesure, et notamment pour Dunkerque, qui deviendrait alors l'un des plus grands réseaux en France à mettre en place ce type de mesure. Donc, pour aller dans ce sens, pour moi, finalement, cette gratuité des bus, elle renforce aussi les synergies, à la fois les synergies locales, la convivialité, entre les habitants, mais aussi les synergies en fédérant des acteurs souhaitant s'investir dans le développement finalement d'innovation urbaine pour lutter notamment contre le réchauffement climatique, donc des chercheurs, des élus, des agents des collectivités territoriales, des agents de l'État, l'Union européenne, pourquoi pas. Il y a des programmes de financement européen sur ce type d'innovation. Donc voilà, pour moi, c'est une mesure en tout cas qui peut en tout cas rassembler les bonnes volontés, les acteurs qui souhaitent développer des alternatives et des innovations urbaines. Et il me semble qu'aujourd'hui, même le fait de réunir à Dunkerque des élus de différents bords politiques, des experts des collectivités, des chercheurs qui viennent de Châteauroux, d'Aubagne, de Lyon, c'est déjà la preuve presque de la réussite avant l'heure de cette mise en réseau d'acteurs à travers ce type de projet.
Voilà, et c'est pourquoi il me semble que l'expérience de Dunkerque peut vraiment, à mon sens, être importante dans cette mise en synergie des acteurs pour créer des réseaux d'innovation et d'acteurs intéressés par ces différentes alternatives urbaines et pour tester aussi finalement les hypothèses de recherche que j'ai pu soulever dans cette intervention. Voilà, je vous remercie et puis évidemment je répondrai à vos questions volontiers tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Huré. Alors, c'était finalement un éclairage finalement sur les idées reçues. C'est comme ça, je pense qu'il faut interpréter un peu votre propos. En guise d'introduction, on trouvait que c'était une bonne démarche. Maintenant, on a le très grand plaisir de vous présenter Monsieur le Président de Châteauroux Métropole, qui représente ce soir finalement l'expérience qui bénéficie de plus de recul. Finalement, ça fait quasiment 14 ans que le principe de gratuité dans le transport public a été appliqué. Donc on va vous passer la parole, alors avec l'aide d'un petit diaporama qui va vous être passé. Je dis ça pour la technique. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci au président de nous avoir sollicité pour intervenir dans cette conférence. Je crois que c'est important qu'on puisse échanger nos expériences et pouvoir vous dire avec les 14 ans de recul qui sont les nôtres aujourd'hui, d'où on est parti et où on est aujourd'hui. Et voilà, on le vit au quotidien, donc on a quelques chiffres qui peuvent effectivement être intéressants. Donc j'ai une présentation, si on peut passer au premier slide, donc au slide suivant. Alors ouais, c'est un peu petit pour vous peut-être, voilà. Avant la gratuité, on était dans une situation avec une fréquentation de notre réseau qui était stagnante, voire déclinante. On perdait 1% sur les années 2000-2001 de voyages par an, avec un taux de voyage par an par habitant établi à 21 voyages, contre une moyenne pour les agglomérations de même taille qui était à 34. Donc vous voyez, bien inférieur. On est dans un département rural, dans une agglomération. Alors Châteauroux, l'agglomération de Châteauroux, c'est 78 000 habitants, dont 46 000 dans la ville-centre de Châteauroux. Mais un département essentiellement rural où la place de la voiture est très prégnante. On se déplace essentiellement en voiture, tout le monde a une voiture. On n'a pas la culture du transport en commun. Donc les chiffres en témoignaient à l'époque. 47% des usagers voyageaient gratuitement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un voyageur sur deux qui ne payait pas quasiment son transport parce que demandeur d'emploi, parce que étudiants, enfin voilà, tout un tas de dispositifs d'exonération qui faisaient que simplement la moitié des voyageurs payaient et qu'on culminait à 400 000 € de recettes de billetterie, ce qui représentait 14% du coût total du service de transport urbain. On peut passer au slide suivant. 2001, pour vous situer, c'est un an après la création de la communauté d'agglomération. Et donc, une agglomération qui est de 9 communes au départ, qui est aujourd'hui à 15 communes, qui s'est progressivement agrandie, mais qui est allée bien au-delà de Châteauroux, donc à partir du début de ces années 2000, alors qu'avant, notre fréquentation, notre transport était principalement urbain sur Châteauroux et les 3 communes qui les entouraient, enfin, qui l'entouraient. La volonté du président de l'époque, mon prédécesseur, c'était d'offrir un droit au transport pour tous. Alors, pour vous planter le décor tout de suite, mon prédécesseur était concessionnaire automobile, Mercedes, et président de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc il n'avait aucune volonté de supprimer l'usage de la voiture, ce n'était pas l'objet. Son objet était plutôt, sa vision des choses, c'était une vision économique, entrepreneuriale, en disant voilà, les entrepreneurs payent un versement transport qui en fait bénéficie à peu de personnes, puisque on a, vous voyez, quasiment moitié moins de fréquentation qu'en moyenne dans les autres communes. Il n'y a personne dans nos bus. Donc, on n'en a pas pour notre impôt, quoi. Son objectif, c'est de dire il faut que quand les gens payent des impôts, que ce soit des entreprises ou des habitants, ils aient le meilleur service, impôts, service public en face. Et là, il estimait qu'en matière de transport, on payait trop d'impôts pour le peu de services rendus. Et puis qu'au-delà de cet aspect vraiment fiscal, il y avait aussi un intérêt à mettre les gens dans le bus, c'était de les amener en centre-ville et de contribuer au dynamisme commercial du centre-ville. On a une agglomération en forme de cercle, et donc on a un réseau en étoile. Toutes les lignes mènent au centre-ville, notre pôle bus il est en centre-ville et tout repart du centre-ville. Contrairement à vous qui êtes le long du littoral, nous on est vraiment en étoile. Sa volonté, c'était bien que les Castelroussins puissent utiliser
le transport comme un outil dynamique du territoire, et puis il voulait rapidement doubler la fréquentation, tout en ne faisant pas supporter le coût aux habitants, mais en maintenant un financement par l'entreprise, donc par le versement transport. On peut passer au slide suivant. Alors comment ça a été financé? On avait besoin de compenser 400 000 € de recettes de billetterie par 400 000 € d'autres recettes. On a étendu le versement transport. Avec la constitution de l'agglomération, on avait plus de communes, notamment des communes qui avaient des zones industrielles, donc plus d'entreprises assujetties. Une hausse du taux de fiscalité de ce versement de transport qui passait de 0,55 à 0,60. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a en kilo-euros la recette correspondante. Et puis des économies réalisées sur les frais d'exploitation, notamment plus de billettique, c'est-à-dire plus de billetterie, mais plus de valideurs non plus. Et quand on dit valideurs, c'est l'investissement, mais c'est aussi la maintenance de ces appareils dans les bus. Plus de personnel pour faire le contrôle, pour renseigner les clients. Plus de réseau de distribution non plus de la billetterie. Et une hausse de la vitesse commerciale, parce que quand vous ne contrôlez pas les tickets, eh bien vous gagnez du temps, évidemment, hein, c'est mécanique, et vous pouvez accélérer vos vitesses de rotation et donc transporter plus de clients. On peut passer au slide suivant. Alors voilà, là, l'important, c'est pas que vous puissiez voir les chiffres dans le détail, mais c'est que vous puissiez voir la courbe. Alors ça commence en 1999, à gauche, 1 point par année, jusqu'à 2014 à droite. On démarre en 2001, donc vous voyez que la courbe elle descendait légèrement. Et puis, en 1 an et demi, on multiplie la fréquentation, le nombre de voyages qui passe d'1 524 000 à 3 400 000, jusqu'à 4 669 000 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à x3. On a multiplié, non pas par 206% comme il indiquait, mais c'est une hausse de 306% en fait. Hein, c'était multiplié par 3. En sachant qu'on a une délégation de services publics, donc on a un prestataire qui est Keolis, filiale de la SNCF, avec lesquels on a des contrats de 6 ans, et pendant la durée des 10 contrats, on fixe un objectif d'augmentation. Sur la dernière tranche de 6 années qui s'est terminée cette année en 2015, on avait eu pour objectif d'augmenter de 17%, on n'a augmenté que de 12%. Dans le prochain contrat on vient de renouveler il y a 1 mois, enfin qui a pris même ses effets au 2 novembre, on est pour les 6 ans qui viennent à plus 15%. On verra si on y arrivera ou pas. Mais quand on est à des taux forts comme aujourd'hui, c'est difficile après de continuer à augmenter. Malgré tout, on garde cette volonté de faire de l'information, de communiquer auprès des différents publics pour inciter les gens à l'utiliser. Alors on avait sûrement commis une erreur, nous, c'est de ne pas écrire. Alors vous, j'ai vu que vous l'aviez fait tout de suite. Nous, on n'avait pas écrit sur les bus qu'ils étaient gratuits. Donc, pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas naturel. Et il fallait souvent le dire et le répéter. Parce qu'on disait, non, mais monter dans le bus, c'est gratuit. Ils disaient, bah non, mais c'est pas gratuit. Si, c'est gratuit. Vraiment. Donc maintenant, on a mis en gros un C, qui est le symbole de Châteauroux, de la Châteauroux Métropole. Et on a rajouté gratuit. Donc ça fait C, gratuit. Et ça commence à rentrer. C'est plus explicite. Voilà. Et puis la courbe en bas, vous pouvez rester sur le slide précédent. La courbe rouge en bas, c'est l'augmentation de l'offre kilométrique. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, on a aussi augmenté les dessertes et les lignes. Ça paraît ne pas augmenter beaucoup, mais ça augmente quand même de 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait 50% de kilomètres en plus qu'à l'époque. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait compensé les recettes la première année par l'augmentation du versement transport et par les économies, effectivement, on a remplacé les recettes qu'on ne percevait plus en billetterie. Mais aujourd'hui, on a quand même augmenté notre déficit. Parce que le succès fait qu'on a plus de bus, plus de fréquences, plus de kilomètres parcourus. Donc aujourd'hui, le service nous coûte plus cher qu'à l'époque. Mais on estime qu'on le retrouve en lien social et en service rendu, notamment à nos entreprises. Si on passe au slide suivant, merci. Là, c'est le nombre de voyages par an et par habitant. Je vous disais qu'en 2001, on était à 21 voyages. On est passé dès l'année 2003 à 48. Et puis aujourd'hui, on stagne sur 61, 64, 61, 60 pour l'année 2014. Quand la moyenne, et c'est encore le chiffre 2014, des agglomérations de notre taille, c'est-à-dire les agglomérations de moins 100 000 habitants, est à 35 voyages
par an et par habitant. Donc on est au double de ce qui se pratique dans les autres réseaux. On peut passer au slide suivant. On a investi sur le renouvellement de nos bus. On a 33 bus aujourd'hui. Tous les ans, on achète 2, 3, 4 bus. Hein, ça dépend de leur âge, tout simplement, et du kilomètre parcouru. Donc on a investi plus de 9 millions d'euros dans le renouvellement des bus en 15 ans. On a déployé à l'intérieur des bus un système d'information des voyageurs, c'est-à-dire un écran qui vous indique où vous en êtes du trajet, quelle est votre prochaine station. Et puis à notre pôle bus, on a aussi des écrans qui indiquent l'arrivée du prochain bus. Et ça, c'est des choses qui sont récentes, hein, qu'on a fait l'année dernière. Et puis on a commencé à l'accessibilité des points d'arrêt, c'est-à-dire tous les arrêts bus où il y a des abris ou pas d'ailleurs. Bon, 950 000 euros, c'est sous-estimé parce que c'est la part supportée par l'agglomération, mais il y a aussi une part qui est supportée par les communes parce qu'on a des voiries communautaires et des voiries qui sont d'intérêt communal, donc on a une subtile répartition entre communes et agglomération. Donc on a vraiment tenu à avoir un réseau de qualité. Alors, pour répondre à une question qui a été évoquée tout à l'heure sur les dégradations, on n'a pas de dégradation dans les bus. Une journaliste tout à l'heure nous interviewait là-dessus. Je veux dire, au contraire, parce que les bus sont aujourd'hui plus fréquentés qu'avant, donc il y a beaucoup plus de monde dedans, et c'est beaucoup plus difficile de dégrader un bus ou de faire des incivilités quand vous êtes nombreux dans le bus que quand vous êtes tout seul. Quand vous êtes en supériorité en groupe de 2-3 par rapport à une personne qui serait seule en train de voyager dans le bus, là vous êtes fort. Par contre, quand le bus est plein, vous faites attention à ce que vous faites quand même. Et puis on ne manie plus d'argent, hein, dans les bus, donc il n'y a rien à voler. On peut passer au slide suivant. Sur la typologie de la clientèle, on a 40% de jeunes de moins de 18 ans. Alors que dans notre population, les moins de 18 ans représentent 21% de notre population. C'est-à-dire qu'il y en a 2 fois plus en proportion qui prennent le bus. Comme quoi, ça répond bien à un besoin de cette population jeune qui n'a pas d'argent, par définition, et qui n'aurait pas pris le bus naturellement. Pour eux, c'est vraiment un espace de liberté important. On a 29% d'actifs, ce qui veut dire qu'à contrario, on a beaucoup d'inactifs. Donc c'est un rôle social aussi très très fort. Beaucoup de femmes, hein, 59% de femmes, c'est plus aussi que leur part dans notre population. Ce qui est aussi la preuve qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité dans les bus, parce que les femmes seraient les premières à ne pas y aller. Et puis 70% de clients, j'allais dire fidèles, qualifiés de fidèles, puisqu'ils prennent le réseau tous les jours ou presque. Les motifs de déplacement, là vous êtes sur des allers-retours. Si vous additionnez les pourcentages, vous allez voir que ça ne fait pas 100%, il en manque à peu près 25%. Parce qu'il y en a qui font que des allées, qui ne reviennent pas par le bus. Ceux-là n'ont pas été pris en compte dans les pourcentages. Enfin, ils ont été pris en compte, mais ils n'apparaissent pas là. Donc là, c'est ceux qui font des allers-retours. 31% vont à l'école ou sur leur lieu d'études et reviennent. 16% domicile-travail, donc l'aller-retour dans la journée. 16% domicile-achat et 13% domicile-loisirs. On a des personnes âgées qui prennent le bus sans destination. C'est-à-dire qu'ils prennent le bus par plaisir de prendre le bus. Mais si je vous le cite, c'est pas anecdotique en fait. C'est qu'on a des personnes âgées qui vont faire des tours de bus pour voir du monde. Donc ils prennent le bus, ils voient, puis ils font le tour, ils causent au chauffeur, ils causent aux jeunes, et ils reviennent à la maison de retraite ou chez eux. Mais ils ne sont rien allés faire. Hein. Ils sont allés faire un tour de bus. Voilà. On peut passer au slide suivant. Et c'est beaucoup plus que... Voilà. Après, l'important, c'est de garder une dynamique. Il faut pas donner l'impression que le réseau... est moins entretenu, on va dire moins considéré parce qu'il est gratuit. Donc nous, on a changé ce qu'on appelle la livrée, c'est-à-dire tout l'habillage des bus en mettant des couleurs plus dynamiques que ce qu'on avait auparavant, une nouvelle charte graphique. Et puis on va réinstaller une agence commerciale en centre-ville, ce qu'on avait supprimé au moment de la gratuité, parce que comme on vendait plus de tickets, on n'avait pas besoin de points contact. Mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est important qu'on puisse avoir un point d'information et que les gens puissent aller demander comment prendre la ligne, informer sur la gratuité aussi pour les touristes. Et du coup, on n'ouvre pas une agence commerciale spécifique, mais on mutualise avec l'office de tourisme et notre prestataire donc a un personnel dans l'office de tourisme qui est payé par le réseau de bus et qui est là que pour renseigner sur les bus. Ce qui fait qu'en plus, ça oblige un peu nos habitants à aller à l'office de tourisme. Et c'est un échange gagnant-gagnant, habitants, tourisme et touristes gestionnaires de bus. Et puis ce qu'il faut aussi avoir, c'est un
un système d'information, parce qu'il faut aller au-devant de l'habitant, parce que cette absence de tickets, cette absence de réseau, ça manque quand même à quelque part. Donc il faut compenser, notamment par les réseaux sociaux et les applications mobiles. Donc c'est quelque chose qu'on met en place dès maintenant. Et puis ça, c'est un slide qui sert à présenter notre nouveau contrat à la population, avec l'objectif de fréquentation qui est maintenant de plus 15% entre 2015 et 2021. Voilà, je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail. Après, si vous avez des questions, j'y répondrai, mais je voulais en quelques données vous donner justement le retour d'expérience presque 15 ans après la mise en place. Et c'est quelque chose chez nous qui maintenant est rentré dans les mœurs et pour lequel on ne pourrait plus faire marche arrière. C'est un vrai enjeu social, c'est un vrai enjeu électoral. C'est-à-dire qu'à chaque élection, et même entre chaque élection, parce que la rumeur revient souvent, c'est d'ailleurs entre équipes municipales, si l'autre il est élu, il n'y aura plus de gratuité des bus. Ça, c'est systématique. Et on passe notre temps à démentir cette rumeur. À peu près tous les 3 mois, je reçois un message sur Facebook, Monsieur le maire, c'est vrai que ça va revenir payant, parce que comme là on dit qu'on a nos dotations d'État qui baissent fortement et qu'il faut qu'on fasse des économies, forcément les gens disent économies, hop, ils vont remettre les bus payants. C'est une obsession chez les gens, hein, la gratuité des bus. Donc voilà, on a un gros effort permanent à dire non, c'est gratuit, on vient de s'engager pour 6 ans, on vous assure. Là, celui qui reviendrait sur la gratuité, il est sûr de ne pas être élu aux prochaines élections, c'est fini. Voilà, merci de votre attention. Oui, merci Monsieur Averroux, c'était très intéressant et on a bien compris que le bus resterait gratuit à Châteauroux. Je vais maintenant passer la parole à Magali Giovanangeli qui m'a confié que le 15 mai 2009 resterait un jour à jamais gravé dans sa mémoire et j'ai très envie qu'elle nous explique pourquoi. Oui, c'est vrai. Ici, on a entendu notre ami parler d'une pluie de clichés. Nous, ce jour-là, c'était presque Dunkerque, c'est-à-dire qu'il pleuvait beaucoup. Maintenant, il pleut jamais, nous. Non, mais chez nous, la pluie, elle est verticale. Il paraît qu'ici, elle est horizontale. Donc, mais c'est pas pour ça que c'est resté gravé. C'est resté gravé dans ma mémoire parce que, effectivement, l'idée d'annoncer les bus gratuits, c'est ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que tous les frontons des bus affichaient bus gratuits. Et on avait habillé nos bus de la devise qui a depuis disparu, dommage, mais qu'on avait revisité, la devise de la République, qui était liberté, égalité, gratuité. Et les gens sont montés dans le bus un peu dubitatifs et en même temps très heureux. On m'entend pas ? Et ce qui m'est resté gravé, c'est le regard des gens et c'était presque de l'affection. Parce que quand on répondait oui à la question, bien sûr que c'est gratuit et que ça va le rester, c'est pas une expérience d'1 semaine, c'est pas une expérience de 3 mois, c'est gratuit. Et il y a parmi ces gens-là une dame qui est arrivée dans le bus, une maman, on va dire ça comme ça, et qui m'a embrassée, je la connaissais absolument pas, elle m'a embrassée et elle m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Sauf qu'elle m'a dit pendant la conversation qu'elle avait 5 enfants. Je me suis dit, c'est le 6e plus beau jour de sa vie, sans doute. Mais pour elle, c'était fondamental. Depuis Châteauroux, et vous venez de l'entendre, on sait que c'est un gain de pouvoir d'achat. Mais pour elle, c'était réel, quoi. Avec ses 5 enfants, d'un coup, elle économisait... je crois que c'est 60 € pour 4 personnes. Donc voilà, vous faites le compte par mois. C'était énorme, quoi. Elle était super contente. Et puis ne plus avoir le souci d'aller chercher la carte, parce qu'on parle du pouvoir d'achat, ce qu'on oublie souvent et qu'on vit, et ça c'est formidable, et franchement, vivement que vous ayez la gratuité, vous allez vous régaler, mais c'est extraordinaire. C'est que liberté, égalité, gratuité, ça a du sens. La liberté, la fluidité, on monte, on descend du bus, qui que ce soit, ça remet de l'égalité au cœur de la vie sociale, de la vie publique, de la ville, tout simplement. Se déplacer pour rien, c'est une vraie réappropriation de la ville. C'est, on se promène et puis on voit des choses et puis on descend, puis on remonte. C'est assez extraordinaire. Et on pourrait penser que c'est futile. Je le dis souvent, entre l'utile et le futile, la différence d'un souffle, je peux vous dire que la gratuité, elle en donne du souffle. Vous voulez que je continue ? Comme vous voulez.
Non, mais je sais pas, parce que j'ai entendu les chiffres de Châteauroux. Je veux pas vous abreuver de chiffres, mais on est dans la même situation d'augmentation de la fréquentation. Dans le même état d'esprit de concilier la gratuité avec la qualité. Dans le même état d'esprit de continuer à dynamiser le réseau. C'est obligé. La gratuité ne peut pas se contenter d'une qualité médiocre. Je ne vous donne pas de chiffres parce que nous avons perdu les élections. C'est pas à cause de la gratuité. D'ailleurs, nos successeurs ne l'ont pas voté, la gratuité, lorsqu'on est passé en conseil. Mais bien sûr, ils ne l'ont pas enlevée parce qu'elle était beaucoup trop populaire. Et donc, c'est la métropole qui s'en chargera, comme ça ils seront tout à fait dédouanés. C'est depuis Marseille qu'elle risque de disparaître. Mais je pense que nos gouvernants métropolitains auront beaucoup de mal à faire accepter ça, parce qu'effectivement, le 15 mai 2009, c'est le moment où on est passé d'une promesse électorale un an auparavant à une réalité politique. Et rares sont les moments politiques pour un élu où on reçoit spontanément de la part des femmes et des hommes, et des jeunes en particulier, des merci. Des merci de nous avoir ouvert un droit nouveau, des merci de nous permettre de nous déplacer, des merci de pouvoir sortir de chez nous et d'aller à la rencontre des autres. Il n'y en a pas beaucoup de mesures politiques comme ça. Hein. Et là, au bout de ça fait, je ne sais pas compter moi, 2009, ça fait 6 ans. Au bout de 6 ans, ça continue comme ça, avec l'inquiétude, avec l'épée de Damoclès de la disparition. Mais en même temps, on continue à observer dans les bus la même chose qu'à Châteauroux, c'est-à-dire une convivialité, un rapport aux chauffeurs. Les chauffeurs qui étaient craintifs et qui sont allés à Châteauroux justement voir comment ça se passait parce qu'ils n'étaient pas trop chauds pour la gratuité, ils sont largement, majoritairement contents de la gratuité parce qu'on se dit bonjour. C'est pas rien ça quand même de se dire bonjour le matin, et l'intergénérationnel aussi fonctionne plutôt bien. Mais la gratuité, je disais, ne se contente pas seulement ne se contente pas de la stagnation, ni en termes de qualité, ni en termes de réponse, puisque vous avez augmenté la flotte, nous aussi. On a installé, nous, un tram gratuit qui s'est arrêté net, puisque nos successeurs ont décidé qu'il ne fallait pas le continuer. C'est bien dommage. D'abord, parce que là aussi, il y avait du développement économique en jeu. L'entreprise Alstom de La Rochelle, donc, qui a fait les rames de notre tram, l'a conçu exprès pour la gratuité et pour les villes moyennes. Donc, il y avait un marché à ouvrir et à poursuivre qui s'est interrompu. N'empêche que même sur 2,5 km de tram, il y a une augmentation nouvelle de la fréquentation. Parce qu'un transport en site propre qui est le tram, où on monte et on descend avec une cadence plus grande et un volume horaire plus grand, évidemment, ça augmente la fréquentation. Et puis un tram, c'est plus grand qu'un bus. Donc on s'y côtoie, on est à l'aise. En plus, il est habillé par l'artiste peintre Hervé Di Rosa, ce qui fait qu'on a une œuvre d'art qui se balade dans la ville toutes les 10 minutes. Je crois que ça fait aussi partie des belles choses à observer. Et quand je vous disais qu'il a été conçu pour la gratuité, c'est qu'il a plus de portes que la moyenne des trams, pour que ça soit plus fluide et qu'on monte et qu'on descende plus rapidement. Donc je voyais que pour Châteauroux, il y avait une majorité de femmes qui prenaient les transports en commun. Je crois que c'est vrai chez nous aussi. Là aussi, les statistiques se sont arrêtées en 2000. Alors, un peu avant 2014, parce que les travaux du tram ont perturbé les chiffres. Donc, on a décidé d'arrêter. Mais depuis, on sait par le délégataire que le tram a poursuivi l'augmentation de la fréquentation et l'a même relancé. Je crois qu'en 3 mois ou 6 mois, on a plus 12% d'augmentation de la fréquentation grâce au tram dans la poursuite de la gratuité. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'atouts, beaucoup de choses formidables. Et puis il y a une dimension qu'on prend rarement. On prend la dimension écologique. On a eu 35% de report modal, donc ça fait grosso modo 5000 déplacements de voitures évacués par jour. Donc c'est pas mal.
On prend souvent la question, et on a raison de la prendre, la question sociale et ce que je disais sur l'égalité et la liberté. Ce qu'on prend moins et que nous a fait découvrir la gratuité, c'est la dimension culturelle. D'abord, je pense qu'il y a une culture de la gratuité qui s'est installée. S'il y a une appropriation, forcément, il y a une culture derrière. Mais en plus, comme on avait pris l'habitude de célébrer l'anniversaire de la gratuité, autant d'un point de vue artistique, culturel, festif, que politique, et qu'on faisait des débats comme vous le faites aujourd'hui, et ça c'est formidable, avec des gens venus de tous les horizons, géographiques, politiques, et des parcours professionnels ou politiques différents. Ça permettait aux femmes et aux hommes qui vivent à Aubagne aussi de percevoir la gratuité comme à la fois une spécificité de leur territoire et en même temps quelque chose qui se travaille ailleurs. On a pu comme ça avoir des relations avec d'autres villes en gratuité, Châteauroux, mais aussi d'autres villes en France. Tallinn est venue nous rendre visite, la capitale de l'Estonie. Donc ça donne aussi une dimension ville du monde qui est intéressante. Et puis, dans l'aspect festif et culturel, on s'est rendu compte qu'il y avait de la création. Des flash mobs organisés par des danseurs de danse urbaine en place publique pour célébrer la gratuité, des rappeurs qui ont fait des morceaux. Ça nous a épaté. Du coup, les services publics dédiés de l'éducation, de la jeunesse et de la culture ont imaginé des choses dans les bus, du théâtre invisible, des lectures de textes. Nous, les féministes, pour le 8 mars, on a fait des expressions flash sur des post-it pour demander aux gens ce qu'ils pensaient du 8 mars. Et pour les inviter à un débat du soir, ça a ouvert d'autres espaces de participation citoyenne. Voilà. C'est très créatif, c'est très créatif. Et ça, c'est la gratuité qui le permet, puisque en accord avec le délégataire, on pouvait organiser des choses, et on avait un espace qui s'appelait Bus Lieu d'échange, et au fil du temps, on organisait ou on permettait d'organiser des choses dans les bus, à l'extérieur des bus, et donc tant dans les temps d'anniversaire, plus marqués, que tout au long de l'année sur des moments précis de la vie de la ville, et tout ça, la gratuité l'a permis, quoi. Donc depuis le 15 mai 2009, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'espère juste qu'on va la maintenir. Juste un petit point d'info sur aujourd'hui, puis après je me tais parce que je suis très bavarde. Vous avez vu, je m'étais arrêtée, j'étais polie, j'ai dit je m'arrête, et puis j'ai été relancée, donc je m'arrête plus. Si on a lancé une pétition pour la sauvegarder. On a été un peu malmenés par nos successeurs qui nous ont dit mais on maintiendra la gratuité, vous n'avez pas besoin de vous en mêler, c'est de la politique politicienne. Il y a une chose qui me semble essentielle, c'est de ne pas prendre les gens pour des imbéciles, de les croire intelligents et de les croire capables de se mobiliser pour maintenir leur gratuité. D'abord parce que c'est eux qui l'ont faite, pour tout ce que je viens de vous dire. Elle vit cette gratuité par et pour les gens. Et c'est eux qui l'ont fait vivre. Mais aussi parce que le danger qui pèse sur la gratuité ne dépend pas simplement des élus locaux aujourd'hui en place à Aubagne. Ils dépendent d'une métropole. Or, le versement de transport qu'on a évoqué va être pris directement, prélevé directement par la métropole et plus par la communauté d'agglomération qui n'en aura plus la compétence. Je crois que les gens ont le droit de le savoir. Et nous avons le droit, comme élus d'opposition, puisque je suis toujours élue d'opposition, nous avons le droit de dire que nous pouvons exiger, à la hauteur des 105 000 habitants qui vivent sur notre territoire, que le reversement du versement transport sur notre territoire pour préserver la gratuité doit exister. Il n'y a aucune raison qu'on uniformise une aire métropolitaine à la hauteur d'1,8 million d'habitants sous prétexte qu'à côté, c'est payant. Il n'y a pas de raison. Il y a des tas de diversité politique, économique qui existe dans une aire métropolitaine. Et si on veut que ces aires métropolitaines, elles vivent et elles soient durables, il va bien falloir qu'on tienne compte des gens qui vivent là. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé cette campagne, qui commence doucement, parce qu'il faut être au feu partout. Mais celle-là, je suis sûre qu'elle va marcher. Et je pense que c'est un des enjeux, un des défis qui sont devant nous pour demain. Je n'ai pas remercié, je vous ai pas remercié, merci pour l'accueil. Formidable, vraiment. Ah, vraiment. Je reviendrai à Dunkerque. Hein.
Juste pour compléter sur la question et tu le disais justement, des clients, des usagers qui prennent le bus et qui disent plus merci quand c'est gratuit que quand c'est payant. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est une explication technique simple. C'est que quand on était avec des tickets de voyage, on montait à l'avant ou à l'arrière du bus et on poinçonnait et on s'installait. Avec la gratuité, pour suivre la fréquentation, on a une cellule de comptage qui est sur une seule porte, qui est sur la porte avant. Et donc on oblige nos usagers à passer par la porte avant pour être comptés, pour pouvoir suivre nos statistiques. Et donc, ils passent tous à côté du chauffeur, ce qui n'était pas le cas avant. Et en passant à côté du chauffeur, ils disent bonjour. Et du coup, les chauffeurs apprécient plus. Et ça contribue aussi à la sérénité des transports, parce qu'ils se connaissent au bout d'un moment. Les communes, elles sont petites. Enfin, à l'échelle de nos communes françaises, voilà, tout le monde finit par se connaître. Surtout que les usagers prennent souvent la même ligne. Et ça, c'est un vrai plus dans la relation chauffeur-habitant. Alors, si vous avez envie de tout savoir sur cette très belle aventure à Aubagne, ça va être la transition, et notamment pour revivre un peu ce que nous a décrit Madame Giovanangeli avec une passion qui est quand même exceptionnelle à entendre. Donc, c'est la minute pub pour l'ouvrage. C'est la publicité la gratuité pour les nuls. Voilà, donc il faut lire cet ouvrage-là, qui s'appelle Liberté, Égalité, Gratuité. Donc, ça fera toute la transition, puisqu'on a proposé finalement le regard d'un philosophe sur cette question-là. Donc, monsieur Jean-Louis Sago-Douvourou, qui a coécrit avec madame Giovanangeli ce très bel ouvrage. Donc, sans transition, je vous passe la parole. Bien, je vais me dégager un tout petit peu des transports, mais quoique ce soit une question essentielle, mais qui a été tellement bien traitée jusque-là que j'arriverai jamais à vous donner autant de satisfaction. Tout de suite, avant d'oublier, je remercie beaucoup toutes les personnes qui nous ont accueillis ici à Dunkerque. On a visité la ville cet après-midi, c'était vraiment très agréable et intéressant. Il y a quelques années, le Centre national des arts de la rue de Marseille, lieu public, m'avait confié une étude sur la gratuité du spectacle de rue. Ces spectacles qu'on fait dans la rue, qui sont gratuits par nature, et quel impact avait la gratuité, quel effet ça avait, etc. Et dans ce cadre, j'avais rencontré Marie-Lise Lebranchu, personnalité politique tout à fait honorable et intéressante, et qui était à l'époque, enfin, qui n'est plus parce qu'elle est ministre là, mais qui était maire de Morlaix. Et Morlaix a un grand festival d'art de la rue. Et je vais la voir à l'Assemblée nationale et je lui pose la question. Je dis, Madame, je fais cette enquête sur la gratuité des arts de la rue. Elle m'arrête tout de suite et elle me dit, votre enquête est mal partie, monsieur, parce que la gratuité n'existe pas. Et c'est donc, mon enquête était mal partie, j'ai quand même décidé de la continuer. Et en lui rappelant une chose, mais qui m'interrogeait, qui doit interroger tout le monde, en fait, qui interroge tout le monde, qui est à l'intérieur de nos préoccupations, je lui ai dit, Madame, c'est vrai, on pourrait employer par exemple le mot anglais, puisque les Anglais disent free, c'est-à-dire libre d'accès. C'est moins pieux, c'est moins flou, disons peut-être que le mot de gratuité, ça dit quand même la même chose, mais ça indique un processus, quelque chose qui est libre d'accès, ça n'inclut pas que ça n'ait pas de coût. Mais je lui dis quand même, dans les textes de la République française, dans l'histoire de notre peuple, dans l'histoire de notre nation, quand on a fait l'école gratuite, on n'a pas dit l'école qui a un coût. On a dit l'école gratuite. Et Jules Ferry n'était pas la pointe de la révolution prolétarienne quand il a fait l'école gratuite. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose que je rencontre très très souvent, comment se fait-il qu'on ait peur de ce mot gratuit ? Parce qu'effectivement, quand les Français ont élu une majorité au début de la Troisième République, qui portait l'extraordinaire avancée de l'école publique pour tous, gratuite, aucun Français, aucun électeur n'avait la bêtise de penser que ça n'avait pas de coût. Tout le monde savait bien que ça allait coûter de l'argent, et en l'occurrence, c'est aujourd'hui le plus gros budget de l'État, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ça ne gênait pas du tout, on comprenait très très bien de quoi il s'agit quand on parle de gratuité. Et ça m'a amené à réfléchir. Bon, je réfléchis sur ces questions depuis assez longtemps.
Et puis tout simplement à se souvenir que la gratuité n'est pas la périphérie de nos existences, mais elle est le cœur de nos existences. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes ici, quelles que soient nos opinions politiques, quelle que soit notre expérience, quelle que soit notre fortune, nous savons tous que ce qui est sans prix a davantage de valeur que ce qui s'évalue monétairement. Les choses les plus importantes de notre existence, dont nous disons qu'elles sont sans prix, sont celles pour lesquelles nous vendons une partie de nous-mêmes. Un exemple tout simple. Je peux être, moi, par exemple, imaginons que je sois puériculteur. Je vais vendre une partie de mon temps contre un salaire. Dans ce temps vendu, dans la partie de mon temps qui est une marchandise, du fait de ce qu'on appelle d'ailleurs le marché du travail, je vais faire un certain nombre de gestes éducatifs qui ne sont pas simplement, d'ailleurs, qui portent un sens inaliénable en eux-mêmes, hein, en plus du fait qu'on me verse un salaire, mais je vais faire des gestes éducatifs avec des enfants. Je rentre chez moi, je fais les mêmes gestes éducatifs avec mon enfant. Est-ce que le geste que j'ai fait moyennant salaire est plus important que celui que je fais en refusant absolument toute idée de salaire ou de rémunération monétaire? C'est le contraire. C'est-à-dire que si mon gosse me dit « je te rembourserai demain, papa », je ne le prendrai pas pour une bonne nouvelle. Et c'est notre expérience quotidienne et notre expérience à tous. C'est-à-dire que le marché fait partie de nos existences, dans ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire il y a une part de mon temps qui est sur le marché, qui est une marchandise, une part de ma capacité d'agir qui est une marchandise, et puis il y a une part qui n'est pas une marchandise. Nous savons nous en servir, c'est-à-dire dans un quartier qui n'est pas complètement cassé par la crise, si vous avez un rond-point fleuri dans le quartier, et si vous avez un fleuriste en face du rond-point fleuri, si vous voulez apporter un bouquet de fleurs à quelqu'un que vous aimez, vous n'allez pas cueillir sur le massif public, qui est gratuit, qui est pour tout le monde, gratuitement offert à la contemplation et au plaisir des habitants. Vous allez aller tout simplement chez le fleuriste acheter ses fleurs. Donc, première chose, la gratuité existe, mais non seulement elle existe, elle est le cœur, elle est l'axe de ce qui fait de nous des êtres humains. La production du sens de notre existence est obligatoirement sans prix. Ce qui a un prix est important, bien sûr, le marché fait absolument partie de notre vie et nous apporte beaucoup de satisfaction aussi, ou pas quand on n'a pas d'argent, mais on a les deux dans notre existence et le marché est plutôt subalterne par rapport au sans prix, dans notre représentation de la valeur des choses. La gratuité fait partie donc de notre existence individuelle. Elle fait aussi très fortement partie de notre civilisation. Et là, je parlerai de la civilisation en général, mais je vais parler de la civilisation française, de l'histoire de notre nation. À plusieurs reprises, des innovations politiques magnifiques ont été portées dans des moments de très grands bouleversements politiques. Je parlais tout de suite de l'école gratuite. L'école gratuite est venue dans le moment de l'instauration de la Troisième République, ça s'est pas fait avec des mots doux, hein. Il y avait une énorme... au début de la Troisième République, les monarchistes étaient très importants, l'Église catholique, la hiérarchie catholique était très hostile à la République, il y a eu vraiment des combats très importants, et la nation a choisi de faire sortir du marché, a considéré qu'il était mieux de faire sortir du marché cette activité. Et elle a créé quelque chose, l'école publique, gratuite, qu'aucun homme politique en France aucun homme politique aujourd'hui en France ne peut se faire élire en disant « je vais supprimer l'école publique gratuite ». C'est impossible. Ça fait partie, ça s'inscrit dans notre civilisation. Même chose pour la sécurité sociale. Le remboursement des médicaments. Le remboursement des médicaments, il s'est fait, il était dans le programme de la Résistance, il s'est fait dans l'énorme commotion de la libération de la France de l'occupation nazie. Cette mobilisation des esprits a permis un saut que par exemple, on voit bien que les États-Unis, toute une partie immense du monde, hésite à faire, a peur de faire, ne fait pas. Et qui pourtant fait légitimement notre fierté. C'est-à-dire que, quelles que soient nos opinions politiques, dans l'écrasante majorité des cas, nous, Français, nous considérons que dans notre pays, personne ne doit mourir devant une pharmacie.
et que si quelqu'un, même si c'est un clochard, passe sous un bus, il doit être soigné correctement. Ça, c'est une avancée de civilisation véritablement magnifique. C'est-à-dire que ça mérite patriotisme. C'est-à-dire de se dire, nous avons su inventer cette chose-là qui fait que dans notre nation, on n'a pas cette horreur de voir quelqu'un qui meurt devant un hôpital. On n'est pas complètement égaux devant la santé, mais quand même, en gros, il y a un énorme pas qui a été fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces avancées de civilisation qui constituent l'histoire de notre peuple, et je dirais la chair même de notre peuple? Il se passe que des réalités, ça c'est aussi proche de l'histoire de France, c'est bien marqué par ce qui fait la singularité de notre histoire, hein, qui n'est pas supérieure aux autres, mais quand même qui mérite, puisqu'on en est, qu'on la fasse vivre, c'est que le peuple, à un moment donné, a le sentiment qu'un bien est un droit. Par exemple, l'éducation. Par exemple, l'accès aux soins. Si c'est un droit, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas de sous? Et on invente la gratuité. On dit, on va sortir ce domaine énorme, parce que l'accès aux soins, c'est un domaine énorme qui est sorti du rapport marchand. Le rapport marchand, c'est quoi? C'est de chacun selon ce qu'il a dans la poche, à chacun selon ce qu'il peut payer. Hein, j'ai pas beaucoup dans ma poche, je n'ai pas beaucoup, je peux pas acheter grand-chose. La sécurité sociale, c'est quoi? C'est de chacun selon ses capacités, c'est-à-dire je paye mes cotisations en fonction de mes revenus, à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire, si je suis très souvent malade, quels que soient mes revenus, je serai soigné. Et si j'ai payé des grosses cotisations et que j'ai la chance d'être très bien portant, eh ben, je ne bénéficierai pas de cette assurance sociale. Et c'est très rare d'entendre des gens dire « Ah non, zut, alors là, moi, j'ai vraiment pas de chance, je suis jamais malade. Et donc, je profite pas de mes cotisations de la sécurité sociale. » Moi, je vis beaucoup entre l'Afrique, entre le Mali et la France. Je peux vous dire que cette invention de gratuité, ça change la vie des gens. Quand vous êtes dans un pays où il n'y a pas la sécurité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, vous allez à la pharmacie, vous avez quelqu'un devant la pharmacie qui a par exemple eu une plaie qui s'infecte, qui a besoin de pénicilline, qui vous demande « Est-ce que vous pouvez me donner de quoi me soigner, ce qui me sauvera la vie ?» Et vous lui répondez « Que Dieu t'aide ». Parce que vous avez votre propre famille, vous avez etc. Et ça met à l'intérieur d'une société une dureté qui est dur à vivre. Et bon, on a un petit peu tendance à être, bon, ça c'est aussi une caractéristique nationale, d'être assez râleur. Je pense que la question de la gratuité, les grandes inventions de gratuité, méritent qu'on y réfléchisse de ce point de vue-là. La question du transport, elle vient dans ce flot. Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, moi j'ai vu, il y a des villes qui font les obsèques gratuites. Moi, je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une discussion de marchand de tapis au moment où votre parent décède, bah, la ville vous dit non. Occupe-toi de pleurer ton mort, nous, on s'occupe du reste. Et ça, c'est très civilisé. Ça, ce sont des belles avancées. Moi, je trouve aussi que cette réunion, par exemple, on a une dame du Sud, vous l'avez peut-être entendu, qui appartient à un parti de gauche. On a un monsieur du centre qui appartient à un parti de droite, qui nous disent quelque chose qui est insolite dans la politique. C'est-à-dire qu'ils nous disent on a fait quelque chose à partir de préoccupations qui, visiblement, ne sont pas les mêmes. Hein, le point de départ n'est pas le même. Le point d'arrivée est assez proche, et le point d'arrivée fait qu'on se parle, et on se parle pour du résultat qui touche à la civilisation. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui mine notre société, c'est qu'on nous a dit l'histoire est finie, on ne peut plus rien faire, le marché c'est la fin, c'est le seul moyen, le meilleur moyen de faire marcher les choses, etc. Donc n'allons pas plus loin. Et donc, on n'a plus besoin d'élus, au fond il nous suffit d'avoir des experts et puis des élus qui exécutent ce que font les experts. Et puis par des raisons, par des voies différentes, on a des hommes et des femmes qui disent « Ben non, tiens, c'est un peu bête d'avoir des bus
vide, sous prétexte qu'il faudrait s'incliner devant la règle du marché. On va trouver une autre règle, on va mettre la gratuité, qui n'est pas l'accès marchand, qui est le contraire de l'accès marchand. Et par une autre voie, même chose. Et puis, il se produit quelque chose qui fait qu'on peut se dire, bah tiens, on peut parler politique autrement qu'en gémissant, autrement qu'en se disant ça va pas, autrement qu'en se disant on est épuisant, on est impuissant. Et ça, je pense que c'est important. Bon, peut-être que je m'arrête là parce que... De toute façon, il y a un jeu de questions-réponses qui vous est proposé après, donc on peut. Je sais pas, si vous avez peut-être encore un petit dernier mot quand même. Oui. Il y a un vieux dicton populaire qu'on devrait toujours avoir à l'esprit qui dit que... C'est bien de finir par les dictons, c'est très bien. qui dit que l'argent est bon esclave et mauvais maître. C'est-à-dire, il est là pour nous servir, il n'est pas là pour nous diriger. On sait bien, malheureusement, on sait qu'il est mauvais maître, mais en tout cas, on constate qu'il est maître. Dans ces réformes-là, dans l'instauration des expériences de gratuité, il s'est passé le contraire. La volonté politique, des gens se sont réunis en disant ben non, on va le mettre à sa place, on va faire la gratuité des transports, et puis on verra ce que ça donne, et puis ça donne du bon. Et ça, c'est une expérience je pense qu'on peut réfléchir dans beaucoup de domaines. À la fois des choses très individuelles, je pense par exemple aux dons, aux cadeaux. Qu'est-ce qui se passe dans un cadeau ? Par exemple, c'est la fête des mères, je sais que je vais dépenser tant pour ma mère, je vois les vitrines, etc. Pour l'instant, c'est une somme d'argent. Et puis à un moment donné, cette somme d'argent se transforme en un objet. Pour acheter l'objet, je dis qu'est-ce qui lui ferait plaisir, et puis qu'est-ce qui me fait plaisir à moi, qu'est-ce que j'ai envie moi de lui donner, etc. Et donc l'objet, ce qui était de l'argent, se met à pomper de l'humanité, à se pomper ce qui est la pulpe, la chair de la vie. Puis je vais donner le cadeau à ma maman. Et puis un cambrioleur va arriver, va voler le cadeau. Et puis elle va dire « Ah, c'est pas tellement pour ce que ça valait », et là elle pense à la valeur marchande, mais pour moi ça avait une valeur sentimentale. C'est-à-dire que vous voyez que les choses passent de l'un à l'autre et qu'on connaît le chemin de l'un à l'autre. Autre expérience toute petite, mais c'est pour aider à réfléchir à ces questions. Donc j'ai écrit il y a une vingtaine d'années un livre sur la gratuité qui s'appelait « Pour la gratuité », qui a été réédité il y a 10 ans par un éditeur qui met les textes gratuits sur Internet et qui vend les livres. Un objet industriel qui fait une très bonne marchandise, un texte qui se passe très bien d'être une marchandise. Il vend davantage de livres depuis qu'il fait ça. Parce qu'on a un rapport qui est un rééquilibrage qui s'est organisé, qui ne nie pas le marché, mais qui le remet à sa place, bon esclave, mauvais maître. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut nous donner, nous redonner un petit peu peut-être de joie politique. Je pense que les débats sur la gratuité, c'est des débats dont on ne sort pas amer, dont on ne sort pas forcément convaincu, etc., mais dont on ne sort pas amer. On se dit, tiens, on a touché à quelque chose qui a une certaine importance. J'espère que ça sera le cas aujourd'hui. Merci infiniment pour cette thérapie de groupe. Alors, bien sûr, on va proposer une intervention de M. Patrice Vingrid, donc président de la communauté urbaine de Dunkerque, maire de Dunkerque, sur un sujet qui, je le sais, lui tient tout particulièrement à cœur, avec peut-être quelques propos sur un petit peu une première évaluation sur l'expérience de la gratuité les week-ends, par exemple. J'ai envie de... Bonjour à tous d'abord. J'ai envie de rebondir quand même sur quelques points qui ont été dits, parce qu'avec Damien Carême, on a eu l'occasion de faire quelques réunions de concertation sur le projet des K+. Et c'est vrai que j'avais envie de partir aussi sur des réunions de concertation, parce qu'on a appris beaucoup de choses. D'abord, juste pour faire la transition avec ce qui vient d'être dit, effectivement, une phrase m'a choqué dans les réunions de concertation, c'est « ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur ». Cette phrase m'a profondément choqué. Et pourtant, ça paraît être un bon dicton populaire de bon sens, comme ça, dit comme ça. Et pourtant,
c'est juste affreux. Ce qui n'a pas de prix, c'est-à-dire ce qui n'a pas de valeur marchande, n'a pas de valeur symbolique. Quelle horreur! Vos enfants n'ont pas de prix. Et donc ils n'ont pas de valeur. Vous vous rendez compte de ce que quelqu'un peut dire dans une réunion publique? Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Vos enfants n'ont pas de valeur. Voilà. Donc je pense que parfois on est tellement piégé par des représentations sur l'économie de marché qui devient société de marché à un moment, qu'on finit par dire des choses qui en fait sont à l'inverse du bon sens commun et finissent par nous dépasser. Ce qui n'a pas de prix, n'a pas de valeur, c'est juste l'horreur absolue de l'humanité. Et bien entendu, il fallait bien revenir en arrière et faire comprendre. Donc ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit et je vous remercie de l'avoir rappelé. Après, et ça a été très bien fait par monsieur le maire de Châteauroux, je remercie vraiment votre présence là, c'est même si on veut jouer à l'économie, parce qu'après, une fois qu'on a dit ça et jouer au philosophe, on peut jouer à l'économiste. L'économie, pour une collectivité publique, la problématique économique, pour une collectivité, c'est pas une entreprise. Une entreprise, bon, il y a les recettes, il y a les dépenses. Recettes moins dépenses égale bénéfice. Et voilà, ça c'est une entreprise. Bien. Une collectivité, effectivement, elle regarde recettes moins dépenses parce que ça peut lui permettre de réinvestir ailleurs. Mais elle doit regarder un autre indicateur très important. C'est le coût du service public par usager. Si je dépense 100 000 € pour un usager et que je dépense 300 000 € pour 300 000 usagers, qu'est-ce qui vous paraît plus juste? La somme dépensée globalement ou la somme dépensée par usager? Ça paraît pourtant une évidence. Vous allez me dire, attendez, en tant que collectivité locale, vous devez vous préoccuper du coût par usager. Or, la gratuité, ça a été dit à Châteauroux, multiplication par 3, avec des coûts qui n'ont pas augmenté évidemment dans cette proportion. Ça a été dit à Aubagne, et dans toutes nos projections aujourd'hui, même quand on est au bas de la fourchette d'augmentation de la fréquentation, on va considérablement augmenter la rentabilité par usager du transport collectif demain. C'est-à-dire que même si je joue à l'économiste à 2 balles, je veux dire, la gratuité est rentable économiquement, financièrement parlant, elle est plus juste. Parce qu'elle me permettra de baisser substantiellement le coût par voyage et le coût par voyageur. Et donc, même au-delà de la question philosophique, même en économiste public, la gratuité a du sens aujourd'hui. Alors elle a du sens, évidemment, dans certaines agglomérations. Je ne le dis pas effectivement pour toutes. Elle a du sens, notamment là où la billettique représente un pourcentage qui reste relativement mesuré dans l'économie globale. Châteauroux, très intéressant, 14%, ça a été dit tout à l'heure. Je crois qu'Aubagne, vous étiez à peu près au même niveau, 8,5%. Dunkerque est exactement au même niveau que Châteauroux, selon les indicateurs qu'on prend. C'est-à-dire on est typiquement dans la tranche de ces agglomérations où la gratuité, même si on joue à l'économiste, est plus rentable. Alors, effectivement, peut-être qu'on ne le dirait pas à Paris, on ne le dirait pas à Lyon, les calculs sont différents, mais nous sommes dans des agglomérations où c'est économiquement rentable. Donc voilà un deuxième élément qui me paraît très très important. En plus, la réaction était absolument indispensable. J'ai bien aimé aussi sur Châteauroux ce que vous avez dit sur la baisse que vous étiez en train de constater du transport collectif avant. C'est terrible. On est au moment de la COP 21 ici en France. On accueille les enjeux sur la Convention sur le climat. On est en train de parler de développement durable. La communauté urbaine en a fait son enjeu principal. Et quelque part derrière, on fait le constat, y compris à Dunkerque, aujourd'hui, de la baisse, comme à Châteauroux à l'époque, du transport collectif. La part de marché, si vous me permettez l'expression, la part modale du bus à Dunkerque est passée sous la barre des 5%. On est parmi les plus mauvais élèves de France. Et si je rajoute en plus le vélo, parce qu'on est mauvais aussi, la somme des deux est catastrophique. Ça nous situe dans les 10 plus mauvaises agglomérations de France sur ces questions. Mais si on ne réagit pas maintenant, on réagit quand? Je veux dire, on attend d'être à combien? À 1% de part du bus pour que votre argent, je parle aussi aux entreprises en termes de versement transport, ne serve strictement à rien pour que vous payiez pour rien, pour qu'on regarde des bus vides passer. À un moment donné, il faut réagir. Quand on passe sous la barre des 5% de part du transport collectif, si on n'est pas capable de réagir à Dunkerque, quand est-ce qu'on va réagir
pour constater les enjeux de développement durable. Donc il y avait un enjeu majeur de réaction quand on regarde le niveau de transport collectif ici sur Dunkerque. Et puis, j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec beaucoup d'élus au niveau national sur cette problématique de la gratuité. Alors, ils me parlent des baisses de dotation de l'État, etc. Moi, je leur ai dit aussi, ne minimisez pas les impacts non économiques de la gratuité dans les transports collectifs. Et d'ailleurs, dans ce que vous avez dit, c'est ça, avec votre voix qui chante comme le cigale. Voilà, c'est ce que vous avez dit. C'est quoi votre message? C'est de dire, mais attendez, la gratuité, c'est du lien social. Je me souviens d'un reportage de France 2. Je m'en souviens parce qu'il est passé durant la campagne ici. De France 2, sur Aubagne. Je me souviens de la phrase d'une personne qui m'a dit, avant, j'allais une fois voir mes enfants. Et depuis qu'il y a le transport collectif gratuit, je vais maintenant 3 fois par semaine voir mes enfants. Pourquoi on est là? C'est quoi le premier boulot d'un maire? C'est quoi le premier boulot d'un maire? C'est le lien social, c'est la cohésion sociale. On est ensemble aujourd'hui, on partage un moment de convivialité. Notre premier travail quand on est maire, c'est de faire vivre les gens ensemble. C'est pas de vous laisser seul devant la télé. Ce que vous m'avez dit sur les habitants qui prennent le bus pour rien. Mais moi, je signe. Je signe. C'est rompre l'isolement. C'est trouver du lien social. C'est notre premier boulot. On est là pour que la société vive ensemble. Donc ça, c'est d'un précieux. Quelqu'un qui nous dit « je vais voir 3 fois mes enfants par semaine au lieu d'une fois », mais on a tout gagné quand on est maire. On a tout gagné. Et je comprends pourquoi vous avez réagi par le sourire. Je me souviens ici à Dunkerque, il y a eu les fameuses navettes gratuites du centre-ville qui sont arrivées. Alors en fait, il y avait un transport collectif payant un peu partout. Et puis comme on avait changé la politique de stationnement, on a inventé le principe de la navette gratuite. Et toutes les semaines ou tous les mois, il y avait un article de presse pour dire « Ah, quelle convivialité dans les navettes gratuites !» Ah, mais quelle convivialité! On se dit bonjour, on dit bonjour aux chauffeurs, etc. Et j'ai eu des articles sur la convivialité dans les navettes gratuites à n'en plus finir. Et sous prétexte maintenant que c'est tout le bus qui va être gratuit, on n'aurait plus la convivialité qu'on a vécue dans les navettes. C'est évident que la gratuité induit une convivialité qui est évidemment totalement différente. Après, je voudrais dire une chose, parce que, évidemment, j'ai fait la campagne, j'ai fait le porte-à-porte ici. Et donc, dans notre programme, il y avait la gratuité des transports collectifs. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est finalement, je pense que ça rejoint ce que vous évoquiez, j'ai trouvé chez les jeunes et les catégories populaires une forme de nouvel espoir en la politique. Ah bon, vous pouvez faire ça ? Ah bon, vous pouvez rendre le transport collectif gratuit? Ah bon, vous, politiques, avez encore une chance d'exister dans ma vie? Vous pouvez changer ma vie? Ah bon? Vous avez encore ce pouvoir-là? Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Vous n'avez plus ce pouvoir de changer ma vie, moi, catégorie populaire ou jeune. Cette désespérance qui est forte dans la société française, quand vous arrivez avec la gratuité, et je le sens depuis la gratuité le week-end, c'est évident, parce qu'avant la gratuité le week-end, c'était « vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas le faire parce qu'on est dans la désespérance et vous, politiques, n'êtes plus capables de changer ma vie ». Et quand on est passé à la gratuité le week-end, je peux vous dire que ça a changé radicalement ce qu'on me dit au quotidien en tant que maire. Parce que maintenant, plus personne ne remet en cause le fait qu'on peut le faire. Et d'un seul coup, dans le regard de ces catégories populaires et de ces jeunes, je peux vous dire que le rapport aux politiques change fondamentalement. Le simple capacité pour un acteur politique de pouvoir dire « oui, on peut encore peser sur votre vie par des choix politiques forts, évidemment. La gratuité, c'est un choix politique fort, mais oui, on est encore capable de peser sur votre vie. » Pour moi, ça a été important. Alors, je partage complètement ce qui a été dit sur la nécessité d'accompagner la gratuité d'un projet ambitieux de qualité du transport collectif. On travaille avec Damien sur DK+, et l'ensemble des services de la communauté urbaine. Pour nous, c'est absolument indispensable. La gratuité seule ne suffit pas. Il faut la gratuité et un projet ambitieux qui rend le transport collectif plus fiable, plus rapide, plus qualitatif, etc. Donc ça, et dans un cadre de vie plus agréable.
Et mine de rien, la communauté urbaine met sur la table 60 à 65 millions d'euros d'investissement, ce qui est aujourd'hui extrêmement rare pour une collectivité, pour accompagner cette gratuité du transport collectif et lui permettre demain d'absorber le doublement de la fréquentation avec effectivement une grande qualité. La problématique environnementale est aussi évidente et importante, j'y reviendrai pas. Je veux juste finir en livrant, puisque ça a été dit... je crois que vous avez dit Tallinn est venu à Aubagne, c'est sympa quand même. Voilà. Bon, nous, c'est Montréal qui est en train de nous, qui est en train de nous suivre. Donc, il s'intéresse beaucoup à notre expérience. J'ai eu l'occasion de mes déplacements dans le cadre de la COP21, puisque je suis dans un groupe de travail dans ce cadre-là, de rencontrer effectivement des villes du monde entier. Et c'est vrai qu'un certain nombre de ces agglomérations aujourd'hui se posent des questions sur effectivement la gratuité du transport collectif. Et je pense, Maxime, tu l'as dit, tu as commencé par ça en fait. Je crois fondamentalement, et c'est peut-être aussi l'ancien directeur d'agence d'urbanisme qui parle, je crois fondamentalement que la gratuité des transports publics est l'innovation de demain. Et je vais vous dire ce que je dis en général dans ces cas-là. Je pense que quand une génération d'urbanistes sera partie à la retraite, celle qui a inventé la tarification sociale et qui est viscéralement attachée à l'idéologie liée à la tarification sociale, quand celle-là sera partie à la retraite et arrivera une génération dont tu fais partie d'ailleurs, une génération de chercheurs et d'urbanistes qui va remettre sur la table cette question-là sans idéologie et va se mettre à faire ce que tu fais, c'est-à-dire des recherches, des études, et pas des phrases « ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur », des études, à se dire mais pourquoi cette génération-là a dit que la gratuité n'avait pas de sens? Et je pense que quand cette nouvelle génération va arriver, on va avoir une transformation profonde dans la représentation de ce qu'est la gratuité des transports collectifs. Et je suis certain qu'une nouvelle vague d'innovation et de gratuité va arriver. Sans doute dans les agglomérations moyennes, peut-être pas dans les grandes métropoles, mais dans les agglomérations moyennes, on verra arriver cette vague de... Niort vient d'annoncer le passage à la gratuité il y a très peu de temps. Je pense que ce n'est que le début d'une vague. Et je pense qu'effectivement, on a une innovation sociale et économique majeure qui nous attend là. Et je pense qu'il fallait que Dunkerque soit, comme l'habitude de faire cette ville, un peu précurseur en matière d'urbanisme. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette intervention très très intéressante. Il nous reste une trentaine de minutes et je vous propose d'ouvrir le débat avec vous. Donc il y a une jeune femme avec un micro, voilà, je la vois arriver, qui est à votre disposition. Alors est-ce qu'il y a une question dans la salle? Et je vous demande juste de bien vouloir vous lever quand vous posez votre question et de vous présenter, ça simplifiera un petit peu les choses. Merci beaucoup. Dominique Abraham. Ça concerne l'accès soit au bus ou au tramway. Donc madame a dit que les tramways étaient prévus pour pouvoir rentrer et sortir facilement. Je ne sais pas si les bus étaient prévus de la même façon. Et par contre, à Châteauroux, on oblige apparemment les gens à rentrer par la porte près du chauffeur. Est-ce que ça ne pose pas une contrainte? Et comment vous faites respecter ça par le public? Et comment vous faites pour l'accès aux personnes à mobilité réduite et celles qui ont des poussettes, par exemple? Voilà. Alors, tous nos bus maintenant sont équipés de rampes télescopiques qui sortent automatiquement. Alors, il y a un bouton à l'extérieur pour les personnes handicapées. Elles appuient, ça déclenche un signal dans la cabine du chauffeur qui lui-même actionne un autre bouton pour faire descendre la rampe, ce qui fait que même sur les arrêts qui ne sont pas encore aux normes d'accessibilité, la rampe sort et donc toute personne non valide en fauteuil ou en poussette peut monter sans aucun problème dans le bus. Alors pour le coup, cette personne, elle monte effectivement par la porte arrière et elle échappe à la cellule de comptage, pour être très précis. Sur toutes les portes arrière, on a un panneau sens interdit qui montre qu'il faut passer par l'avant et les gens le font naturellement. Enfin, vraiment, il n'y a pas de tentative de fraude parce que de toute façon, il n'y a rien à payer. Donc, ils vont naturellement devant et ils peuvent sortir par l'arrière. Et le flux, parce que l'augmentation de la fréquentation fait que les bus sont quand même bien pleins. Et donc, le flux de sortie à l'arrière est de toute façon tellement important que naturellement, ils vont passer par la porte de devant. Ça circule naturellement. On rentre par devant et on sort par derrière. Si on voulait rentrer par derrière, il faut attendre que les gens soient sortis. Le problème des poussettes que vous évoquez est un vrai problème.
parce que dans les lignes les plus fréquentées, ça prend de la place et c'est, j'allais dire, le seul point d'insatisfaction, de conflit des usagers. C'est de dire, avec la gratuité, maintenant tout le monde monte avec tous les gosses et toutes les poussettes, et du coup on est quelquefois un peu serré dans le bus, ce qui nous a obligés à augmenter la fréquence, le cadencement, et de mettre plus de bus sur ces lignes-là. Nous, ça concerne trois lignes en particulier. On n'accepte pas les vélos dans les bus, et on a un service spécifique pour les personnes lourdement handicapées, un service handibus, avec des véhicules adaptés. On va chercher les gens, j'allais dire, au cas par cas, pour les emmener au travail, pour les emmener à un centre de loisirs, pour les emmener... Voilà, donc on a tous nos bus sont accessibles aux handicapés, mais en plus on a un service handicapé spécifique qui pose aussi problème, alors pour tout vous dire, parce que dans nos handibus, où on monte avec des fauteuils, ils sont souvent des mini-bus, et il faut que le chauffeur aide la personne à monter. Et ça, c'est un des reproches qui nous est fait par les conducteurs. C'est que pour eux, c'est quelquefois physique de pousser une personne handicapée. Et voilà, c'est encore le point où on n'a pas trouvé la solution. On n'est pas sur du VSL, du véhicule sanitaire, mais on est presque sur une prestation équivalente. Et c'est vrai que les chauffeurs ne sont pas non plus formés pour porter des personnes handicapées. Voilà, ça c'est un peu un point dur encore de notre réseau. Juste pour compléter, parce qu'on a à peu près la même situation, notamment sur la question des poussettes et de l'augmentation de la fréquentation avec les femmes et les enfants. C'est pour ça que je parlais du tram, en fait. Parce que pour nous, c'est pareil. Le circuit se fait dans un bus, classiquement. C'est un circuit, quoi. On monte à l'avant, on sort à l'arrière. Il y a 2 portes. Nous, on n'a pas de grand bus à souffler, par exemple. C'est le tram qui a été conçu pour la gratuité, parce que là, par contre, le comptage se fait sur les 3 entrées. Il y a, je ne sais plus combien de portes, d'ailleurs, je n'ai pas compté. Je sais qu'il y en a plus, mais... Et donc là, ça règle la question du handicap, parce que le tram a été conçu avec un atelier urbain qui a duré quelques années, et toutes les catégories de la population y ont participé. Du coup, les mamans avec les poussettes, elles ont donné leur point de vue, les handicapés aussi. Il a été conçu avec un espace d'accueil, voilà. Et pour les bus, la question se pose. Alors, on n'a pas d'handibus parce qu'ils sont tous accessibles avec des rampes et des systèmes. Et pour les vélos, on les accroche derrière. Il y a des crochets. Mais ça reste une question permanente, parce que ça demande en permanence à rénover, à inventer, à s'adapter. Donc c'est très bien. Et d'ailleurs, je rajoute juste une chose sur la question du tram, parce que vous devez vous dire, avec ce qui a été dit auparavant, et avec les maires formidables qui sont à mes côtés ce soir, enthousiastes sur la gratuité. Non, mais c'est vrai. Mais comment ils ont fait au bagne pour perdre? Parce que celle-là, je l'ai eue, la question. Eh oui. On a perdu dans une période qui est arrivée en 2014, où beaucoup de villes de gauche, on va le dire comme ça, sont tombées, avec du coup un impact d'un discours de droite, j'ose le dire, qui est venu faire l'amalgame entre l'investissement qu'on avait fait pour le tram et l'endettement de la ville, dans une période où chaque fois qu'on prononce le mot dette, tout le monde est pétrifié. Donc vous faites un mélange de tout ça, de gros amalgames épouvantables, parce qu'en plus, c'était même pas la ville d'Aubagne qui payait les investissements sur le tram, c'était l'agglo, j'étais bien placée pour le savoir. Et évidemment, c'est retombé sur la ville-centre, et c'est la ville-centre qui a perdu les élections, et moi, dans la foulée comme présidente, parce qu'il y a eu quelques petites trahisons, mais ça nous regarde. Voilà. Non, je voulais vous le préciser parce que c'est important, et que le tram, malheureusement, est une réponse adaptée à la question que vous posez, et il devait parcourir la ville d'est en ouest. Et du coup, ça ne se fera pas. Et je trouve ça bien dommage. Ça allait jusqu'à la zone économique. Et là aussi, c'est un manque à gagner pour les entreprises. Bon, j'avais fait partie de ceux qui vous avaient posé la question. Donc oui, je suis curieuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Tout au fond. Bonsoir, Monsieur Boulogne. Moi, je voudrais juste savoir, quand le service était payant et quand vous êtes passé à la gratuité, comment vous avez réorganisé l'équipe sûreté, sécurité, ou comment on peut appeler ça dans chaque réseau? D'accord. En fait, on a dû
effectivement augmenter le service, donc augmenter le nombre de bus, des bus supplémentaires et du trafic supplémentaire. Et on a, avec notre prestataire, qui est Ulysse, proposé aux gens qui étaient là pour faire le contrôle, eh bien, soit de continuer sur des patrouilles d'accompagnement qui ont été mises au départ pour de l'information, pour expliquer aux gens comment on prenait le bus, soit de passer sur le côté administratif de gestion chez le prestataire et plus être du coup au contrôle. Mais ça concernait peu de personnes. On avait très peu d'agents concernés par ce type de mission-là. Après, je réponds à une autre question qui n'a pas été posée, mais ça va venir. Sur l'aménagement des bus, parce que sur les incivilités, qui est souvent une question qui revient, on a changé la configuration de nos bus. Mais on l'a fait dès le départ. On a des coques à l'intérieur plastique et plus des sièges en tissu comme on avait avant. Mais c'est pas une question d'incivilité, c'est une question d'usure en fait, parce que la multiplication de la fréquentation fait que le bus s'use plus rapidement. Donc pour garantir une durée de vie, longévité plus importante, on a modifié, ce qui fait qu'en entretien également, il y a moins d'entretien qu'avant, on passe moins de temps sur des prestations annexes. Et sur l'accessibilité handicapée, il y a un classement qui est fait par l'Express chaque année des villes qui font le plus d'efforts dans le domaine du handicap. Et nous, on est toujours dans les 10 premiers grâce à notre réseau de bus et le fait de l'avoir modernisé et rendu accessible. L'Association des paralysés de France qui participe à ce classement, à chaque fois nous montre comme exemple grâce à la modification de notre réseau de bus qui s'est fait par la gratuité. Sur les personnels, vraiment, il n'y a personne qui a été licencié, tout le monde a été réutilisé sur d'autres missions. Alors c'est tellement vieux maintenant que je ne pourrais plus vous dire précisément exactement qui a fait quoi. Mais ça n'a pas été un sujet de discussion ni d'opposition, il n'y a pas eu de grève, tout s'est bien passé. Oui, bonsoir. Vincent Guignot, j'avais une question sur un autre mode qui est le vélo. Alors vous avez le lien avec le bus se fait puisque aujourd'hui je crois que quand on est abonné au bus, on a un tarif pour la location des vélos en libre service. Donc la question est déjà de savoir comment les deux politiques vont s'articuler. Et puis on va profiter de la présence de Maxime Muret pour parler de ça. Est-ce qu'il y aura également une politique d'incitation à l'usage du vélo qui ne passe pas forcément par les mêmes biais, qui sont aussi des incitations à acheter des vélos à assistance électrique. Il y a toute une gamme de politiques incitatives, parce que le vélo, c'est aussi du lien social. Est-ce qu'on ne peut pas complètement coller l'idée de créer du lien social avec transport en commun? Le vélo, ça crée aussi du lien. Donc est-ce qu'on peut articuler ces deux modes, puisque le vrai question, c'est l'accès à la mobilité et passe par un mode en particulier. Sur Dunkerque, Damien peut... Damien Carême est appelé. Merci. Aujourd'hui, 98% des locations de vélos en libre service font moins d'une demi-heure, donc sont déjà gratuits sur l'agglomération dunkerquoise. Donc il reste très peu de courses en fait qui durent beaucoup plus longtemps. Alors la question, c'est entre le coût de l'abonnement qui donne un accès au VLS gratuit ou enfin à une tarification spécifique. On ne se l'est pas encore posé pour tout vous dire, mais c'est tellement... on multiplie le nombre de stations. Il y en a 15 supplémentaires qui seront mises en service en mars, avril, au printemps prochain sur l'agglomération. Donc on continue le maillage du réseau de vélo. Et aujourd'hui, on peut considérer déjà qu'il est pratiquement gratuit dans son usage par les choix qui ont été faits de mettre la première demi-heure gratuite. Et les gens savent bien comment il faut faire. Ils vont à une station, ils changent de vélo, ils en reprennent un autre. Et donc, même s'ils roulent pendant 1h30, ils en prennent 3 et c'est gratuit. Donc voilà, sur la réponse entre le vélo. Et dans le président disait qu'il y a 65 millions d'investissements qui vont être faits. On le voit là-bas sur la voie express qui va être faite. On va bien sûr profiter de tous ces travaux pour faire des voies cyclables en site propre en règle générale. Et bien évidemment, alors on a à côté du transport de DK+,
On a voté 52 km de pistes cyclables qu'on va faire sur l'agglo. On fait un maillage des pistes cyclables aussi sur l'agglomération. Donc on n'oublie pas la mobilité douce que représente le vélo. Et on cherche des complémentarités en mettant aussi on va mettre des abris sécurisés pour mettre les vélos dans des pôles d'échange, aux différents pôles, à la gare. Donc il va y avoir tout un système comme ça de maillage entre le réseau de bus et le réseau de vélos. Merci. Maxime. Oui, je vais compléter sur la question du vélo parce que c'est plutôt ma vraie spécialité en fait, la question du vélo en ville. Merci Vincent Guignot de le rappeler. Il y a quand même une question qui peut se poser avec la gratuité des transports collectifs, c'est est-ce que finalement ça va détourner les usages du vélo vers les transports collectifs ? La réponse est non pour les bus, oui éventuellement pour le métro et le tramway dans les grands centres-villes urbains. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une grande agglomération qui dispose de métro et de tramway, donc la question ne se pose pas, mais pour les bus non plus, parce que le vélo est plus compétitif que le bus en termes de vitesse, distance parcourue, tout simplement, alors que le métro et le tramway le sont plus que le vélo. Voilà, c'est une partie de la réponse. Et donc, dans les recherches qui sont menées, par contre, sur la complémentarité transport collectif-vélo, la meilleure complémentarité qui se fait, c'est effectivement celle du bus vers le vélo et du vélo vers le bus. Mais alors du coup, moi j'avais une question. Parce qu'à Grenoble, où je suis intervenue par 2 fois, les opposants, en tout cas les résistants à la gratuité des transports, prennent souvent l'argument du vélo. Alors nous, au Bagne, on ne comprend pas bien parce qu'on n'a pas du tout la culture du vélo. Et quand bien même on l'aurait, c'est pour l'instant pas praticable. N'empêche que, entre parenthèses, on avait mis sur pied une politique, c'est une petite ville, il y a 45 000 habitants, donc de prêt gratuit de vélo. Depuis l'agglo, les gens téléphonent, ils s'inscrivent, remplissent un papier, et puis ils ont le vélo gratuit. Bon, pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop. J'espère que ça le fera. Et il n'y a pas de concurrence. Mais pour Grenoble, alors ? Parce que finalement, moi, comme je suis une têtue, j'ai dit non, il n'y a pas de compétition. Mais je connais assez mal la ville. Je sais bien qu'elle est bien plus grande, que c'est une vraie agglomération, que c'est voilà. Est-ce que ça peut être un frein à la gratuité ? Alors, c'est une vraie question qu'il faut, à mon sens, analyser dans des contextes urbains qui sont très variés. Donc, Grenoble, ça mériterait d'être analysé donc de manière très précise. Moi, je connais très bien, par exemple, les motivations de l'usage du vélo à Lyon, que j'ai pu analyser, et notamment du système Vélove. Et on va dire, dans les 2 tiers des cas, il y a vraiment une idée de liberté derrière la pratique du vélo, et un rejet parfois des transports collectifs. Et quelquefois dans certains entretiens, on se rend compte qu'il y a même des comportements automobilistes qui sont calqués dans la pratique cyclable. Donc il y a vraiment aussi un sentiment très de liberté, de recherche de liberté, très individuel pour le coup, et donc qui pose une vraie question avec l'articulation avec les transports collectifs. D'après ce que, comme je vous l'ai dit, pour les bus, a priori, ça s'articule plutôt bien. C'est une vraie question pour le tramway ou dans les grandes villes avec le métro. Oui, Stéphane Neudet. Alors moi, j'avais envie de vous poser une question sur finalement les 2 étages de la fusée, même si je pense que la fusée n'est pas encore concernée par la gratuité des transports. Il y a un premier étage, on a beaucoup parlé de liberté quand j'ai entendu les intervenants. Évidemment, la liberté économique, de plus se déplacer, peut-être liée aussi, qui va amener aussi une liberté d'accéder à l'emploi, parce que ça permet de faire des démarches, peut-être de prendre un emploi que j'aurais pas pu prendre parce que je suis dans un cercle un peu compliqué. Puis il y a un deuxième niveau de la fusée, c'est finalement l'utilisateur. On a parlé de la COP21 qui peut prendre sa voiture et qui finalement dit moi avec ma voiture je suis plus libre parce que je vais où je veux quand je veux. Alors j'imagine que quand on travaille sur la gratuité des transports, on revisite aussi les plages horaires, le cadencement des bus, peut-être les trajets, et comment finalement on va capter on va être beaucoup plus substitutif pour les utilisateurs de véhicules personnels qui ont entre guillemets les moyens de les utiliser. Je veux bien dire un mot. Je trouve que ça rejoint complètement la discussion qu'on a eue sur la gratuité ne suffit pas, il faut qu'elle soit articulée avec une politique de qualité. Et après, c'est qu'est-ce que recouvre le terme qualité ?
Si on met la gratuité sur le transport collectif à Dunkerque, par exemple, mais en ayant des temps de parcours qui sont de 1,7 par rapport à la voiture, ce qu'il y a eu sur certains tronçons, même avec la gratuité, on sera à un moment donné pas compétitif. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité articuler la gratuité avec un projet d'aménagement extrêmement ambitieux. Enfin, je veux dire, 60 à 65 millions d'euros d'investissement sur la ville. Vous n'allez pas reconnaître la ville en 2018. Bon, vous voyez, là, je rappelle d'ailleurs aux habitants de la partie centrale de l'agglomération que les 6 et 7 décembre, ils vont pouvoir choisir aussi l'aménagement de la place Jean-Bart. Donc, on va transformer radicalement quand même le centre-ville. Voilà. Donc ça s'accompagne d'un nécessaire réaménagement de l'agglomération et d'une autre façon d'aborder effectivement les déplacements. Et donc demain, quand on comparera les temps de parcours en voiture et en transport collectif, l'écart qui existe aujourd'hui va se réduire de manière très importante. Autre élément, c'est la fiabilité. Et on l'a eu beaucoup dans les réunions de concertation. Oui, mais je prends le bus, mais je ne suis pas sûr d'arriver à telle heure. Or, j'ai un train. Voilà. Et cette garantie-là, elle est très importante. Donc il fallait, pour nous, c'était important de travailler sur la fiabilité. C'est-à-dire, on vous garantit un horaire. Voilà. Et donc, du coup, pour ça, effectivement, il fallait modifier complètement le sens des priorités. Une intersection, etc. Si on veut modifier la place Jean-Bart aujourd'hui, c'est parce que le fameux carrefour hanté de la place Jean-Bart ne permet pas la fiabilité des transports collectifs. Et en plus, en termes de cadre de vie, c'est insupportable. On est dans un centre de ville et honnêtement, il y a un cadre de vie qui est de très faible qualité. Donc il faut aller vers l'avant, il faut changer la ville, il faut changer nos comportements par rapport à ça, l'améliorer, améliorer le cadre de vie et changer aussi les priorités. À partir du moment où vous avez un réseau plus rapide et fiable, gratuit, là, ça commence à marcher. Et là ça commence à être efficace. Donc ça, en tout cas, c'est notre pari. Sur Châteauroux et sur Aubagne, Sur Aubagne, c'est une question. Elle est amoindrie par un effet assez particulier. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait chez nous. Aubagne, en fait, se situe à l'est de Marseille, sur un carrefour d'autoroute, en fait. Et il arrive parfois, souvent même, que cette ville soit une ville de transit. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de circulation automobile. Et très sincèrement, aujourd'hui, c'est pour ça que je râle pour l'histoire du tram. Parce que là, le transport en commun aurait été vraiment compétitif. Et la deuxième chose que je voulais dire, pour ne pas parler trop longtemps, c'est que tout à l'heure, Patrice évoquait la métropole et la difficulté peut-être dans les métropoles d'installer la gratuité. Ne pensons pas à une gratuité totale permanente. Mais je sais une chose, justement, c'est que nous avions proposé à l'époque, et nous continuerons à le proposer, parce que je ne crois pas que cette métropole sera viable par les transports en commun si elle ne prend pas des décisions innovantes. Et il y en a une qui peut l'être et qui répond à la question, c'est celle de l'utilisation des axes autoroutiers Aubagne-Marseille. C'est une catastrophe. Moi, je vais travailler à Marseille tous les jours. Je suis obligée de partir alors qu'on est à 15 km, 1 heure avant le début de mes cours. Sinon, je ne passe pas. Pareil pour Marseille Aéroport, pareil pour Aix-Marseille. On rendrait en transport un site propre, et c'est possible. Ces axes-là, gratuits, on enlève la voiture, et je vous jure que les gens ils vont se précipiter sur les transports en commun, et ils vont même plus chercher à comprendre, de savoir si c'est plus pratique la voiture ou si on est plus libre en voiture. C'était les deux exemples que je voulais donner. Si on fait ça, franchement, c'est compétitif. Et je rajoute que pour les gens qui ont besoin de travailler dans les transports en commun, la vraie liberté, c'est de pouvoir lire et de pouvoir écrire l'espace d'un temps de trajet, c'est pas mal. Juste pour compléter, je crois qu'il faut faire un effort vraiment sur les horaires d'embauche, de débauche et sur les dessertes scolaires et universitaires. Voilà, parce que ceux-là, ils ont une vraie plus-value à prendre le bus parce qu'ils n'ont rien à transporter de lourd. Et eux, ils peuvent faire l'économie de leur voiture, aller travailler, revenir du travail. Et là, c'est en termes de pouvoir d'achat, c'est très, très, très persuasif. Un déplacement en voiture, ça coûte cher, vous le savez. Prendre le bus, c'est tout de suite plusieurs centaines d'euros d'économie chaque mois. Plusieurs centaines d'euros d'économie chaque mois.
Voilà. À partir du moment où vous n'avez rien à transporter, si vous avez quelque chose à transporter de volumineux ou de lourd, c'est là on n'est plus compétitif. Je vais dire, ils vont continuer à préférer prendre la voiture. Sur les autres transports, non, ils passeront au transport en commun sans problème. Reste-t-il des questions dans la salle? Oui. Bernard Viau, suite à la gratuité des transports, est-ce que vous avez noté une augmentation de la fréquentation des commerces en centre-ville? Et au point de vue circulation automobile, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Alors, sur la fréquentation des commerces, on a, je suis vraiment très transparent dans mes propos, on a un centre-ville qui continue à peiner et on a une hausse de la vacance commerciale, donc du nombre de commerces vides. Mais on a en même temps les zones commerciales périphériques qui se sont démultipliées, quoi. Comme j'allais dire, à l'image de beaucoup d'agglomérations françaises. Donc aujourd'hui, je ne sais pas mesurer quel est l'impact du développement des transports urbains sur la fréquentation du commerce du centre-ville. On a forcément plus de gens qui sont dans le centre-ville. Est-ce qu'ils achètent plus? Ça, je ne sais pas dire. Et notre offre commerciale a eu tendance à baisser. Donc il n'y a pas eu d'amélioration. Les commerçants ne viennent pas nous voir en nous disant spontanément les commerces, ça nous a amené des clients supplémentaires. Mais peut-être que si on n'avait pas eu la gratuité des bus, on serait peut-être dans une situation pire. Ça, aujourd'hui, je ne sais pas le dire. Votre deuxième partie de question, c'était quoi? La circulation. Ah oui, sur la circulation automobile, c'est certain. On voit aujourd'hui une baisse de la circulation automobile au bénéfice des transports en commun. Voilà. Mais encore une fois, plutôt sur les déplacements entreprises et écoles que sur les déplacements loisirs et commercial, où la voiture continue à être très prégnante. C'est encore Dominique Abraham. À Châteauroux, vous dites que c'est géré par les SNCF. Est-ce que c'était déjà le cas avant la gratuité? Et après, est-ce qu'au niveau de la communauté urbaine, par exemple, c'est une question qui pourrait se poser? Voilà. Alors que les bus soient gérés par les SNCF et puis voilà. C'est géré par Keolis, qui est une filiale 100% SNCF. On vient de finir notre nouvelle délégation de service public. Il y a une concurrence très forte avec les autres transporteurs, Transdev, RATP, mais vraiment une concurrence très forte, au point que notre nouveau marché, sur la même durée, est d'1 million d'euros moins cher que le précédent. Alors sur 6 ans, il faut ramener, vous divisez 1 million d'euros par 6 pour connaître l'économie. Aujourd'hui, il y a une vraie concurrence entre les opérateurs et il y a eu pourtant un service qui est demandé au nouvel opérateur qui est plus fort que le précédent. Voilà. Nous, on n'a pas... s'est posé la question de dire est-ce qu'on le reprend en régie. Franchement, on ne sait pas faire, quoi. C'est pas notre métier. Le public est content de la délégation, donc la question s'est pas posée longtemps et on a un coût du service rapporté à l'offre qui est très très performant, donc il n'y a pas de raison d'en changer. Et on aurait été très content de travailler avec la RATP aussi. Franchement, il n'y avait pas d'a priori. On n'a pas reconduit par plaisir de reconduire. Les deux avaient des offres qui nous convenaient totalement. Bon, sur Dunkerque, on va se comporter de manière très pragmatique, comme on sait faire. Donc, au moment de la renégociation de la DSP, eh bien, on regardera les meilleures offres avec Damien, tranquillement. Et puis, voilà. Donc, là-dessus, on examinera. On est en train de lancer le débat là-dessus sur l'eau, actuellement. On va commencer par là, qui va être un débat, à mon avis, beaucoup plus important, je pense encore. Donc là-dessus, on a décidé de prendre le temps du débat, de la concertation, de la transparence aussi vis-à-vis de l'ensemble des citoyens, de laisser aussi chacun pouvoir s'exprimer avant toute prise de décision communautaire. Donc on va commencer par l'eau déjà, puis on va voir ce que ça va donner. Puis après, on abordera tranquillement la problématique de transport. Mais j'ai envie de dire, on le fait comme des élus soucieux de vos impôts. Voilà. Est-ce que je peux... Non, il m'a dit oui, non. Oui. Non, parce qu'il y avait deux questions. Sur les commerces, je crois que monsieur le maire de Châteauroux a dit à peu près ce qu'on pourrait dire d'Aubagne, même si, tant pis, je persiste et je signe, d'avoir arrêté le tram chez nous, c'est sans doute
parce que c'est un peu ce qu'on avait décidé de faire avec le centre-ville, avec un projet urbain qui permettait à la fois de rendre les piétons plus libres et plus en prise avec l'espace public. Ça a sans doute obéré l'avenir des commerçants. Mais sur le choix entre délégation de service public ou gestion publique, je pense que c'est ce qui a été dit par tout le monde. Ce qui prime, c'est la volonté politique d'installer la gratuité. Et après, on garde cette habitude et cette culture de dire à la fois, la gratuité, on y tient, on la continue, et deux, ne faites pas n'importe quoi avec notre gratuité, parce que régulièrement, on a des rendez-vous pour demander des comptes, pour regarder où on en est. Nous, on s'est rendu compte, par exemple, à Aubagne, qu'il y avait un petit différentiel d'1,5 million sur 3 ans que le délégataire avait un peu grassement empoché. Et du coup, ça nous a permis d'ouvrir les achats de nouvelles flottes de bus. Voilà. Donc, avec la délégation de services publics, on peut s'en sortir. Je rajoute une dernière chose, c'est que pour 2017, ça va se renégocier chez nous. Et alors, voyez-vous, c'est là que la volonté politique est importante, c'est que si jamais c'était la régie des transports marseillais qui prenait le marché, c'est vraiment la fin de la gratuité. Régie des transports marseillais. Marseille ne veut pas la gratuité. Et donc, le paradoxe total pour le courant politique que je porte, ça serait presque de me dire, il ne faut pas que ce soit la RTM, parce que finalement, on va en finir avec la gratuité. Et pourtant, sur l'eau, j'ai mis 10 ans, je dis je parce que c'est moi qui l'ai fait, ouais, ça n'arrive pas souvent, mais là, de 2005 à 2015, il m'a fallu 10 ans pour arriver à la gestion publique de l'eau. J'y suis allée doucement, sûrement. On y est arrivé. J'espère que ça va durer, parce que là, pour le coup, la gratuité de l'eau, parce que l'eau paye l'eau, ça devient beaucoup plus simple à imaginer et beaucoup plus simple à mettre en place par une tarification qu'on décide avec les gens. Et qui peut très bien arriver. Mais je trouve que l'eau et les transports, c'est pas tout à fait pareil. Je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais chez nous, on est propriétaire des bus. C'est l'agglomération qui achète les bus et qui les met à disposition du délégataire, qui fait que les exploiter, les entretenir et fournir les chauffeurs. Voilà, il nous reste le temps pour une ou deux questions. Bonsoir, Xavier Villain. À mon sens, les transports publics servent aussi à dynamiser, au-delà du commerce, toute l'offre culturelle. Donc, je pense aux déplacements du soir. Est-ce que la gratuité permet une amélioration des transports en soirée, avec des horaires élargis qui permettent, par exemple, dans l'agglomération, d'aller au Varlin ou à l'Espace Villard, enfin dans les villes périphériques de l'agglomération où il se passe des choses, mais où on ne peut pas actuellement rentrer en bus. Ouais. Nous, on ne le fait pas. C'est une demande, effectivement, qui commence à se faire de plus en plus. On n'a pas de ligne spéciale les soirs de concert. Alors, on a un service en soirée, mais qui est un service classique, qui n'est pas lié à l'événementiel. On a, à partir de 20h, un service qui s'appelle Flexo, c'est-à-dire qu'au pôle bus, les gens y vont, disent où ils veulent aller, et on a 3 bus Flexo qui font un circuit sur mesure en fonction de la demande spécifique des habitants, et on les amène là où ils veulent après 20h. Voilà, on ne fait pas une ligne régulière, on fait une ligne flexible à la demande du client qui se présente au bus. Mais il n'y a pas de ligne sur l'événementiel. On ne l'a pas intégré, nous, à Dunkerque, dans la réflexion, parce qu'elle est très disparate. C'est vrai qu'entre une manifestation au Varlin, une à la salle de Lefrancouc, ce qui se passe au Cursal, etc., on a du mal à imaginer l'amplitude horaire qu'il faudrait, jour après jour, pour finalement une fréquentation, pour reprendre le coup à la personne transportée, qui peut avoir un gros impact sur l'ensemble du réseau. Mais on n'exclut rien après. On verra bien comment le dispositif marche. Et si effectivement on se rend compte, comme on s'est fixé comme objectif, qu'il y a un doublement
de la part modale du transport collectif. On se posera les questions après, et puis on se dira, voilà, est-ce qu'on l'étend derrière? Alors on garde, je crois qu'on va garder uniquement les balles de carnaval, parce qu'il y a aussi derrière un souci de sécurité publique, de permettre aux carnavaleux de rentrer chez eux en bon état, enfin en bon état, au moins pas d'accident de voiture. Donc ça, on y tient, ça on l'a réservé, mais c'est des balles de 8000 personnes, donc, et on en a parlé ce matin, parce que là, par contre, on va étoffer l'offre, parce que visiblement, il y a de plus en plus de gens qui prennent le transport ce soir-là, et donc il faut qu'on puisse répondre à cet aspect-là. Mais c'est compliqué, c'est vrai qu'on se dit, allez, dans l'absolu, il faudrait que tout le monde puisse aller au cinéma, repartir du cinéma, mais imaginez la séance de 23h, la séance de minuit, le bus va tourner peut-être pour 2 personnes parce qu'elles sont allées au resto avant, qu'elles vont au restaurant après, enfin, au cinéma après. C'est un peu compliqué d'entamer ça au coût du service quand même s'il sera gratuit après. Il y a un coût derrière que la collectivité doit assumer, et c'est compliqué d'aller sur tous les cas particuliers. Mais on n'interdit rien dans l'avenir. Merci. Y a-t-il une toute dernière question? Ou pas? Non. Mais ce que je vous propose, c'est de clore là ce débat. Je voudrais remercier très, très chaleureusement tous nos intervenants de ce soir, qui ont fait des déplacements parfois lointains, qui sont levés à 6h, 5h, 4h. Enfin, ça a été terrible. Oui, à côté de moi, c'est difficile. Et donc, et vous remercier également d'être venus si nombreux. Je vais laisser la parole à Monsieur Westbeker, notre président de la GUR, pour conclure officiellement. Oui, Vanessa, je te remercie. 3 points, bien sûr. Merci. Tu as remercié les intervenants, tout à fait normal. Il faut également remercier les agents de la GUR qui ont travaillé à cette réalisation particulièrement intéressante ce soir. Donc, j'avais dit merci en commençant et je dis un grand merci à la fin. Deuxième chose, Madame Giovannangeli, il y a, comme à Aubagne d'ailleurs, comme à Châteauroux, comme à Tallinn et même comme à Montréal, il y a 52 dimanches à Dunkerque. Il y en a 42 où il fait beau. Et il y a une expression dunkerquoise qui dit, ce jour-là, de la région dunkerquoise, pour le loisir, on va faire une digue. C'est une expression d'ici. Alors il en reste 10, vous me direz, des dimanches. Bon, il y en a 8 où il y a un temps moyen. Il y en a 2 où la pluie, elle tombe horizontalement, comme vous avez dit. Eh bien, moi, mon souhait, c'est que ce jour-là, les gens de la région dunkerquoise se disent on va faire un bus gratuit. Alors là, je pense que nous aurions réussi ce pari. Et la dernière chose que je voulais vous dire, le cocktail, il est derrière vous. Merci encore.